Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, 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 bonsoir à toute l'équipe du Jacques Roger Show. Voilà, nous sommes de retour pour une autre émission. Comme on vous l'avait annoncé, ce soir, nous recevons le docteur Boga Sako, que vous connaissez maintenant parce que il y a eu récemment des événements qui ont fait qu'il est devenu célèbre. Peut-être qu'il ne l'a pas voulu, mais en tout cas, il est devenu célèbre puisqu'on a attenté à sa vie en Côte d'Ivoire, dans le pays de Ouattara, donc, où on nous dit qu'il y a la démocratie, où on nous dit que tout le monde a le droit de s'exprimer. Et malheureusement, parce qu'il s'est exprimé sur la manière de gérer le pays, la direction que prend le pays, eh bien, il a été menacé. Nous sommes très reconnaissants à Dieu que lui, il ait pu s'échapper. Beaucoup d'autres n'ont pas pu s'échapper. Vous avez vu le jeune gendarme qui récemment a dénoncé l'assassinat du jeune burkinabé Alino Faso et qui a dit que c'était un assassinat. Vous voyez que lui aussi, il a été tué. Voilà, donc c'est un peu ça, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Alors, nous avons décidé aujourd'hui de le rencontrer. Vous connaissez la nouvelle du jour. Le président Ouattara a prononcé, a annoncé, a confirmé sa candidature pour le 4e mandat. Et donc, nous, comme on dit en français, rebelote, voilà. Rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours le même train-train. La montagne a accouché d'une petite souris. Monsieur Ouattara a décidé de demander à France 24 d'annoncer sa candidature, qui aurait peut-être dû être annoncée par son parti. Ça aurait été un peu plus correct, mais ça n'a pas été le cas. Bon, de toutes les façons, comme je le disais il y a seulement 2 jours, on s'en fout de ça, c'est pas notre problème. Que ce soit son parti qui l'annonce ou bien France 24 qui l'annonce, nous disons que c'est un mandat de trop et ils le savent. Ils savent que c'est un mandat de trop. Voilà pourquoi ils procèdent par menaces, ils procèdent par arrestation, intimidation et tout ça. Alors, aujourd'hui, nous allons parler avec le docteur Boga qui est défenseur des droits de l'homme. C'est très important, défenseur des droits de l'homme et je pense que ça va nous faire du bien. Donc, restez connectés. Si vous avez besoin de prendre une tasse de thé, mais allez prendre votre tasse de thé en attendant que notre invité arrive. Si vous voulez prendre une tasse de café, bon, moi j'ai arrêté le café dans ces jours parce qu'il fait tellement chaud. Je ne suis pas trop fan du café glacé. Je le préfère bien chaud. Malheureusement, il fait très chaud. Ça fait 3 jours que nous sommes dans les 100 degrés Fahrenheit, aux environs de 37 degrés et demi, presque 38 degrés. Donc, vous voyez Celsius, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il fait très, très, très chaud. Et aller boire de l'eau chaude encore dans cette chaleur, je crois qu'on risque de se faire cuire tout seul. Donc, alors, si vous avez du café, prenez votre café, asseyez-vous parce que ce soir, c'est une émission qui va vous faire plaisir. Vous allez entendre des vérités on ne vous dit pas, hein, parce que vous savez qu'avec le président Ouattara, on ne dit jamais la vérité. On passe de mensonge en mensonge, de subterfuge en subterfuge. Et c'est dommage pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays qui ne mérite pas d'avoir des dirigeants malauds, comme on dit à Abidjan, des dirigeants faussaires, des dirigeants manipulateurs, trompeurs, des dirigeants escrocs, hein, qui font de l'escroquerie morale, psychologique et tout ça, mélangé. Voilà, malheureusement, ils ont su ficeler leur programme. Il faut affamer le peuple pour que le peuple soit distrait. Alors, vous savez, quand le peuple est distrait, en train de chercher à manger, que mangerons-nous demain, que mangerons-nous après-demain, ce peuple-là n'a donc pas le temps de prêter attention à ce que fait le pouvoir, de prêter attention aux mensonges du pouvoir. Parce que le peuple n'a qu'un seul problème, c'est de manger. Et actuellement, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont tous conditionnés, ils ont besoin de nourrir leur famille, ils ont besoin de pouvoir payer leur transport pour aller au travail, se déplacer, payer leur loyer, le carburant est cher, l'électricité est chère, l'eau n'en parlons pas. Vous voyez donc toutes ces choses-là, c'est un processus, un système dans lequel on met le peuple pour empêcher le peuple justement de s'en sortir. Voilà.
Merci, Monsieur Adjei. Bonsoir. Bonsoir, sister. Voilà. Bonsoir, docteur Boga Sako. Oui, bonsoir, chère sœur. Bonsoir à tout le Voilà. monde. Au risque de vous appeler Boga Doudou, vous savez, comme le M. Douga l'avait fait la dernière fois, on est tenté Oui. de se tromper d'ailleurs, mais vous, c'est Boga Sako. Oui, dites seulement docteur Boga. Voilà. Voilà. Merci. Docteur Boga, c'est plus facile. Alors, bonsoir, docteur, et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce soir. Les auditeurs vous attendent. Ils veulent entendre, ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Alors, je voudrais d'abord vous permettre de vous présenter. Voilà. Ben, écoutez, docteur Boga Sako Gervais est enseignant-chercheur à l'université de Bouaké en Côte d'Ivoire. Enseignant-chercheur, bon, c'est un peu comme ça qu'on appelle ceux qui enseignent à l'université. Je suis de formation littéraire. J'enseigne donc la littérature occidentale française. Je suis spécialiste du XVIIe siècle. Ça, c'est ma carrière professionnelle. Mais il se trouve que, chemin faisant, depuis 30 ans, je suis très engagé dans les droits de l'homme. Depuis étudiant, j'étais en année de licence, en année de troisième année donc, et puis je me suis engagé dans la défense des droits de l'homme en 1994. Et donc, d'abord à la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la LIDO, où j'étais le président de la section de Bouaké. J'y ai passé 10 ans, et après, j'ai été aussi le président national de l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. Ça fait la deuxième organisation des droits de l'homme. L'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. Puis la troisième, c'est la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, qui est une institution de l'État de Côte d'Ivoire, dans laquelle j'ai été nommé en tant qu'expert en droits de l'homme. Donc, c'est ce qui est devenu aujourd'hui le CNDH. Voilà. Et là-bas, j'étais secrétaire exécutif en 2007, avec Mme Vaudier comme la présidente. Et donc, voilà, j'ai fait. Et puis, finalement, en 2009, j'ai créé moi-même une organisation de défense des droits de l'homme qu'on appelle la FIDOP. À l'origine, la définition s'appelle Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Parce que j'ai fait un constat, après toutes ces années d'expérience, j'ai remarqué qu'en Afrique en général, et en Côte d'Ivoire en particulier, là où les violations des droits de l'homme prennent leur source, c'est-à-dire que là où les Ivoiriens et les Africains meurent beaucoup, c'est à cause de la politique. Parce que nos dirigeants, nos aînés, n'ont pas vraiment intégré ce qu'on appelle la démocratie. Donc, ils disent qu'ils sont démocrates, mais à la vérité, ce sont des gens égoïstes, des gens extrémistes qui ne pensent qu'à eux seuls. C'est moi ou c'est moi. Ils ne savent pas perdre une élection. Quand ils vont à une élection, il faut qu'ils la gagnent. Et quand ils la perdent, c'est la guerre. Et donc, j'ai été inspiré par le divin pour créer cette organisation-là pour parler aux hommes politiques. C'est pour ça que vous allez voir que dans mon parcours, je suis beaucoup plus concentré sur les violations des droits de l'homme commises par les leaders politiques, dans le milieu politique. Je peux faire une comparaison, voilà, une comparaison pour que vous puissiez voir. Par exemple, quand vous prenez ma sœur, puis Chéri Balé, avec qui j'ai fait aussi la fac à Bouaké, voilà, elle est beaucoup plus concentrée sur les faits sociaux, c'est-à-dire les déguerpissements, les injustices, les femmes battues, des choses comme ça. Mais ça ne fait pas autant de morts que dans la politique. Quand on va à une élection, on n'a jamais connu une élection dans le monde où on a 3000 morts après l'élection. Ça n'a jamais existé. C'est la Côte d'Ivoire qui l'a fait, par exemple. Il y a une image au Togo où, au cours d'une élection, on fuit avec les urnes. Vous voyez les gens donc, tout ça fait que j'ai concentré mon combat sur la question des leaders politiques pour les former. Et voici que, voilà, aujourd'hui, ce qui m'amène encore en exil. Bon, je ne sais pas si dans mon CV, là, je dois dire qu'en 2010, j'ai été contraint à l'exil parce que j'ai défendu les institutions de mon pays. J'ai estimé que la communauté internationale, avec la France en tête, avait fait un mauvais calcul, un mauvais choix en prenant position en faveur d'un candidat contre l'autre qu'il fallait abattre. Je n'ai pas aimé cela. J'ai défendu les institutions, j'ai été menacé de mort
et j'étais obligé de fuir en Europe. Dieu merci, j'étais basé en Italie. J'ai fait le tour de l'Europe et des États-Unis pour crier haut et fort. Dieu merci, on a gagné ce combat. Laurent Gbagbo a été acquitté avec Charles Blé Goudé. On est rentré à Abidjan. Mais malheureusement, ce n'était pas terminé le combat parce que le troisième mandat est advenu. J'ai condamné depuis l'exil. Dès que je suis rentré, on m'a collé un procès. On m'a placé sous contrôle judiciaire. Le juge m'a contraint à un procès qui n'a jamais eu lieu. Et dans le procès, dans les condamnations, on dit terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État, appel. Voilà. Et puis, voici que donc j'ai joué le jeu, je me suis tué, j'ai joué le jeu de la réconciliation pendant 4 ans, de 2021, où je suis rentré le 9 juillet jusqu'à aujourd'hui. J'étais tranquille, j'ai repris mes activités à l'université. De temps en temps, ils m'invitent dans leur télévision, mais je continue de dénoncer, mais avec mesure pour ne pas qu'on te mette en prison parce qu'il y a les encagoulés, le pays est sous contrôle, nous tous on est surveillés, il n'y a pas de liberté d'expression. Mais je ne peux pas accepter un 4e mandat. Donc quand ses partisans montent la Côte d'Ivoire pour qu'il fasse un 4e mandat, j'attire l'attention de la communauté internationale. On a saisi le secrétaire général de l'ONU, on a saisi l'Union européenne pour dire attention, le monsieur que vous nous aviez installé contre Laurent Gbagbo en 2010 veut faire un 4e mandat. Ce qui est contraire à la Constitution, nous ne pouvons pas l'accepter. Venez terminer ce que vous avez commencé. Et quand j'ai fait ça le 9 juin 2025, là, ils ont commencé à me prendre en chasse jusqu'à ce que le vendredi 13, il se dévoile et qu'il me convoque à la police, mais pas de façon régulière, sans mes avocats et tout, dont j'ai compris que l'heure était venue de me faire arrêter. Et Dieu merci, j'ai été aidé par des partenaires pour me retrouver aux États-Unis aujourd'hui. Donc j'ai été un peu long, mais c'est pour que ceux qui nous suivent, qui ne me connaissent pas, peut-être comprennent exactement dans quoi nous sommes, l'engagement que je mène, pas pour un individu, mais pour la justice et la vérité, pour le respect des droits de l'homme. Si nous ne le faisons pas, nous qui avons eu la chance d'aller loin dans les études, qui sommes engagés, qui sommes des cadres, vous qui êtes dans la diaspora, si nous ne le faisons pas, mais qui va sauver l'Afrique? Donc j'ai fait ma part. Voilà. D'accord. Merci pour ce détour. Ça répond déjà à beaucoup de questions, surtout en ce qui concerne votre attentat. Alors ce soir, on va parler de la démocratie en Côte d'Ivoire, hein, en faisant allusion à la manière dont la liberté d'expression est gérée, le 4e mandat. D'ailleurs, dans cette première partie, on va aussi parler de comment on appelle ça, la violation des droits de l'homme, puisque les gens sont arrêtés. Donc ce processus-là, on va en parler. Il y a aussi le 4e mandat de M. Ouattara et puis la marche du 2 août. Alors, avant de commencer, docteur, c'est pas une colle que je veux vous mettre, mais je veux vraiment m'assurer que nous connaissons le droit universel de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous donner le droit universel de l'homme? Si vous ne vous en rappelez pas toutes les parties, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours le Google pendant qu'on passe à une autre question. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je voudrais commencer par ça. Non, mais quand je vous dis que ma carrière professionnelle, c'est les lettres, mais je vous dis que depuis 30 ans, je suis dans les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est une discipline. C'est une discipline universitaire. Donc, vous ne pouvez pas être un spécialiste dans une discipline universitaire si vous ne la maîtrisez pas. Donc, j'ai plusieurs certificats dans les droits de l'homme. Ma première invitation officielle sur la question des droits de l'homme, c'était aux États-Unis. J'ai été invité ici par le département d'État américain en novembre 2008. J'ai suivi une formation et j'ai reçu un certificat. Donc, je peux vous dire que vous pouvez dormir tranquille. Alors, je veux dire une chose. Alors, est-ce que vous pouvez au moins nous donner la définition de ce qu'on appelle le droit de l'homme? Le droit universel. Merci. Oui. Je vous réponds tout de suite. Vous savez, le principe des droits de l'homme est né surtout après la Seconde Guerre mondiale, a été validé dans le monde surtout après la Seconde Guerre mondiale. On a vu que au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais l'homme a été trop barbare contre l'homme. La Seconde Guerre mondiale a fait environ 60 millions de morts, dont 6 millions de juifs, si on met la Shoah de Hitler globalement dedans. Donc après la Seconde Guerre mondiale, quand l'ONU, la Seconde Guerre mondiale est finie en 1945, elle a commencé en 1939, elle finit en 1945. Quand c'est terminé,
l'ONU qui venait de prendre naissance, après il y avait ce qu'on appelait le SDN, après la Société des Nations, l'ONU est née en 1945. Donc quand l'ONU naît, c'est sous le président Roosevelt, justement, que l'humanité dit on a été trop barbare dans la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on ne peut pas adopter des règles pour que l'être humain soit protégé sur la Terre? De façon à ce qu'on n'arrive pas à tuer les hommes aussi facilement et aussi bêtement. Donc c'est comme ça que l'ONU va prendre l'initiative d'un texte, de rédiger un texte qui va être considéré comme la Bible des droits de l'homme. Puisque dans la question que vous me posez, vous me dites, parlez-nous un peu de droits universels. Le terme droit universel est très juste. C'est vrai qu'on parle des droits de l'homme, mais ce sont des droits universels. Mais pourquoi universels? Parce que en 1948, donc l'ONU est née en 1945, en 1948, la réunion de l'ONU au niveau ne se passait pas aux États-Unis, alors que l'ONU est née en San Francisco, mais la réunion se passait à Paris. Et le 10 décembre 1948, on a adopté un texte que tout le monde entier considère comme la Bible des droits de l'homme. C'est un petit texte, 30 articles. On appelle ça la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans ce texte-là, on a mis les règles. Par exemple, l'article 1er dit quoi? Et avec l'article 1er, ça peut me permettre de bien l'expliquer pour que tout le monde comprenne. L'article 1er dit tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Je m'arrête là. Je répète, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc quand je m'appuie sur cet article-là, le blanc n'est plus supérieur au noir. La France qui nous a colonisés n'est plus supérieure aux Africains qu'elle colonise. Donc la seule définition vous permet de comprendre qu'en matière de droits de l'homme, c'est que l'être humain est créé par Dieu. Il a des droits que Dieu lui a donnés. Par exemple, la vie, la liberté de parler, la liberté de penser, la liberté d'aller et venir, partir, voyager, venir. Donc, ce n'est pas un président qui m'autorise à penser. Ce n'est pas un président qui me donne la parole. Aujourd'hui, vous m'avez invité là. Je ne vais pas demander l'autorisation à quelqu'un pour parler. Je suis né avec la parole. Donc, ce sont des droits de l'homme. Le droit de parler, le droit de penser, le droit de choisir ma religion, le droit de choisir ma femme, le droit à l'éducation, le droit si je suis malade, comment je veux. Donc, tous ces droits-là sont concentrés dans la Déclaration universelle. Donc, les droits de l'homme sont au-dessus de tous les pays. Donc, l'être humain, il a des droits sacrés, des droits, et puis on dit que les droits de l'homme là, ils sont inviolables. Personne ne peut te les supprimer. Donc, les droits de l'homme... Personne n'a le droit de les toucher. Interdit même. Donc, les droits de l'homme ont mis fin à l'esclavage, ont mis fin à la maltraitance, à la traite négrière, ont mis fin à la colonisation. Aujourd'hui, nous sommes égaux en dignité et en droit. Et quand je suis en Côte d'Ivoire, c'est vrai que M. Ouattara est aujourd'hui président, mais il n'a rien de plus que moi en tant qu'être humain. Il respire comme moi, je respire. Et c'est pas parce qu'il est président qu'il peut se permettre de me supprimer la vie. C'est pas parce qu'il est président qu'il peut inventer des crimes contre moi pour me faire poursuivre, pour me faire arrêter. Or, depuis 15 ans que ce monsieur est à la tête du pays, d'abord il a commencé la politique, depuis qu'il est arrivé dans le pays, en 90, jusqu'à aujourd'hui, la violence règne dans le pays. Il est devenu président là même, c'est le jour et la nuit. La démocratie nous dit que les trois pouvoirs sont séparés. Il est exécutif, il y a le judiciaire à part, il y a le législatif à part. Mais lui, il a les trois, il contrôle tout. Quand il a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Quand il dit, regardez, je prends le dernier cas. Voici un monsieur qu'on arrête. On le nomme un certain Alino Fassou, un jeune homme. Il est soupçonné d'être de connivence avec le pouvoir de Burkina Faso. Bon, vous l'arrêtez dans un état de droit. Depuis janvier, il est dans vos prisons. Mais dans un état normal, un état de droit, les droits de l'homme disent que tout être humain a droit à un procès équitable. Si vous me reprochez quelque chose, que vous me demandez devant un juge, jugez-moi de façon juste. Il faut que j'ai un avocat. Ne trompez pas, ne tronquez pas. Le jeune homme n'était même pas dans une prison régulière, il était dans l'école de gendarmerie. Mais qu'est-ce qu'un civil qui a été arrêté de façon régulière fait-il dans un cadre de gendarmerie? Et on nous dit aujourd'hui, il n'a jamais eu de procès, on ne sait pas pourquoi on l'a arrêté, on ne sait pas comment, il n'a jamais été condamné et il trouve la mort à l'école de gendarmerie. Et défenseur des droits de l'homme, si on était dans un état normal, la Côte d'Ivoire allait payer très cher.
Malheureusement, nous sommes en Afrique. Malheureusement, celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Et madame, je m'en vais terminer sur ceci. On pense qu'en Afrique, on n'a pas de vrais juges. C'est pour ça qu'on a tous ces problèmes-là, peut-être. Mais les Sénégalais nous ont édifiés. Monsieur Macky Sall était leur président. Il voulait faire un 3e mandat. Et quand le dossier est arrivé à la Cour suprême, elle a dit jamais. Elle a dit jamais. Donc voici que l'Afrique est en train de se construire pour qu'on vive vraiment comme dans des États de droit. Le Sénégal, il y a des pays qui font des efforts. Mais la Côte d'Ivoire, sous Ouattara, nous avons reculé. Nous sommes dans l'enfer des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont en enfer aujourd'hui avec ce pouvoir-là. Quand je dis ça, je ne fais que décrire les faits. Et j'ai dit. D'accord. Merci. Alors, vous parlez des droits de l'homme qui sont égaux pour tout le monde. On n'a pas le droit de tuer qui que ce soit parce que nous sommes égaux devant la loi. Comment est-ce que vous pouvez évaluer aujourd'hui la démocratie? C'est vrai que c'est une question qui paraîtrait bidon pour certains, mais on va quand même la poser. Comment est-ce que vous trouvez la démocratie aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Un grave recul. Parce que, vous savez, la démocratie a 2 dimensions. Il y a d'abord les règles, et puis il y a aussi l'esprit. La démocratie, elle se fonde sur ce que j'ai appelé l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Quand je m'appuie sur cette règle-là, dans la société, il n'y a pas quelqu'un qui va être supérieur aux autres. Donc toi, tu ne peux pas être à la tête du pays en considérant que tu es le plus beau, le plus fort, le plus nanti comparé aux autres. Donc, vous voyez très bien que la démocratie et puis les droits de l'homme, les deux la même vont ensemble. Dans la démocratie, depuis qu'elle est née à Athènes, elle est née à Athènes pourquoi? Elle dit que, la démocratie dit, dans la société, on est égaux. Donc, si on doit décider, on décide ensemble. On décide pour nous tous. C'est pour ça que Abraham Lincoln l'a défini en disant, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas un roi qui décide. La démocratie est différente d'un royaume. Dans une démocratie, on n'est pas dans une monarchie. Il n'y a pas de monarque. La démocratie dit que tous les citoyens que vous voyez, un balayeur peut devenir président de la République. Le président Lula au Brésil, ce n'est pas un brillantissime, il n'est pas intellectuel, il n'est pas riche. Le peuple l'a soutenu, il est devenu président dans son pays. Et donc, dans la démocratie, on est égaux. Et c'est pour cela qu'on fixe les règles. Et donc, quand on fixe les règles, quand je dis la démocratie est à la fois les règles et puis elle est l'esprit. L'esprit, c'est que le pouvoir n'appartient à personne, il appartient à nous tous. Donc, on va choisir on lui donne un mandat, un délai. Quand ça finit, on change. On est libre de changer. On ne veut pas que quelqu'un s'éternise au pouvoir parce que nous sommes égaux, nous tous. Donc, on fixe les règles. Donc, dans l'esprit de la démocratie, l'une des règles principales, c'est que, comment dirais-je, celui qui va diriger doit être choisi par nous tous. Et puis, son mandat est limité. Il ne doit pas aller au-delà. Bien sûr. Alors, docteur, oui, quand quelqu'un... Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un refuse, justement, d'appliquer les règles démocratiques qui régissent notre société, puisque le pouvoir est à nous tous et que nous le confions à un de nos frères pour le faire pour nous, comment est-ce qu'on fait donc pour se débarrasser de ce frère qui refuse justement? Dans le cas de M. Ouattara, aujourd'hui, tout est ficelé. À votre avis, qu'est-ce que les Ivoiriens ont comme moyen pour faire plier M. Ouattara? Merci pour la question. Autrement dit, lorsque la démocratie est bloquée, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, dans les différentes formations que j'ai reçues, que ce soit ici, même aux États-Unis ou ailleurs, c'est que quand la démocratie... Écoutez, on dit la démocratie, c'est quoi? Le gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple. Donc, c'est moi le peuple. Donc, en fait, souvent, en Afrique, les gens se trompent. Les dirigeants pensent que ce sont eux qui sont des tout-puissants. Dès qu'on a élu un monsieur, il est devenu président, il se prend pour Dieu sur terre. Non! Ton maître, c'est le peuple. Et quand le peuple voit que tu as dévié,
et que tu as pipé les règles et que tu dévoies la démocratie, ils t'observent, ils te regardent et puis ils cherchent les moyens. L'exemple que je vais prendre qui va vous édifier ce soir, c'est celui de M. Blaise Compaoré. Il a été élu par les Burkinabés. À un moment donné, il a commencé à traficoter la Constitution. Le monsieur là, il a fait 27 ans au pouvoir. Alors, quand c'est comme ça que le peuple dit, mais pendant les 27 ans là, le peuple subissait, hein? Le peuple subit une véritable dictature. Un matin, le peuple s'est soulevé. Et le soulèvement là, moi, dans mes recherches, parce que j'ai écrit des livres, j'ai écrit jusqu'à 6 livres, j'ai considéré que le soulèvement populaire est l'expression suprême du peuple. Vous et moi, quand on était à l'école, au secondaire, on a étudié ce qu'on a appelé la Révolution française. Oui. La Révolution française, là, c'est-à-dire que le peuple, il t'a confié son pouvoir, mais à un moment donné, si tu t'amuses et que tu abuses du pouvoir, le peuple prend ses responsabilités pour te faire comprendre que c'est lui le propriétaire du pouvoir. Donc, quand on est bloqué dans la démocratie, on tente au maximum de discuter, de dialoguer. On prend à témoin la communauté internationale, parce que n'oubliez pas que notre État étant devenu moderne, on n'est plus, on n'est plus seul au monde. On a créé, par exemple, nous tous, on est membres de l'ONU. Quand il y a un problème qui se passe dans n'importe quel pays, l'ONU peut être saisie. Et l'ONU peut faire une médiation. Et parfois, même quand il y a une guerre qui arrive dans un pays, l'ONU peut s'inviter pour venir comme arbitre, comme partenaire pour pouvoir aider. Donc, quand la démocratie est bloquée, le peuple tente au maximum de raisonner le dictateur, de raisonner le dirigeant qui est autoritariste. Et maintenant, quand ça ne peut pas, le peuple, on ne peut pas le contrôler. C'est-à-dire qu'on a fait des expériences à travers le monde où le peuple a pris ses responsabilités. Personne ne commande le peuple. Quand le peuple en a marre, à un moment donné, il prend ses responsabilités. Et beaucoup de dictateurs ont été déposés comme ça par le peuple. C'est que malheureusement, il y a des soulèvements populaires qui sont dévoyés par des coups d'État. Par des coups d'État. En tant que dirigeant des droits de l'homme, pour avoir connu en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle une rébellion armée, je ne soutiens pas vraiment les coups d'État, je les condamne par principe. Et je préfère encore les soulèvements populaires. Quand on dit soulèvement populaire, dans le mot populaire, il y a le peuple. Et c'est le peuple qui se fâche. Parce que le dirigeant que le peuple avait désigné a trahi le peuple. Quand le peuple est trahi, on ne peut plus le contrôler. C'est ça qui arrive généralement en Afrique, où les dirigeants qui arrivent, qui font 4 mandats, 5 mandats, 6 mandats, ils finissent par être renvoyés par le peuple. Et je crois que M. Alassane Ouattara, il ne prend pas la mesure des risques qu'il court lui-même. Il met notre pays en danger. Et parce que parfois aussi, les soulèvements populaires peuvent entraîner aussi des guerres civiles. Lorsque le dictateur a des soutiens, aujourd'hui là, Ouattara devient finalement un populiste. Il devient populiste. Il veut faire croire que la décision qu'il a prise aujourd'hui de briguer un 4e mandat, c'est une décision qui est voulue par la majorité de la population. Mais non. Et parfois, on instrumentalise les gens pour crier au dictateur, oui, viens, présente-toi, on t'aime, on te veut, etc. Mais parfois, c'est de l'instrumentalisation. On utilise la télévision, on fait une propagande. C'est un propagandiste. On montre au monde entier que, ah non, il est soutenu, tout le monde le veut, mais c'est faux. Il y a une minorité qui s'accapare des richesses et qui donne quelques miettes à des populations, lesquelles dansent, lesquelles crient, vive le roi. Mais c'est faux à la vérité. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, si vous faites un bon sondage, la grande majorité du peuple, de la population souffre, alors qu'un petit groupe avec les multinationales étrangères s'embourgeoise, s'enrichit, et le peuple crève. Quand on parle de la cherté de la vie, là, tous les bourgeois, là, ça ne leur dit rien. Les Libanais, tous les hommes d'affaires, ça ne leur dit rien, ils ne sentent pas cela. C'est le petit peuple qui en pâtit. C'est pour cela qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus contrôler le pays. Moi, j'ai peur. Et je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir tantôt. Et j'ai dit. D'accord. Merci, docteur. Oui, je peux dire quelque chose, demander quelque chose. Ok, allez-y. Oui, je voudrais que... D'abord, merci à maman Sarah, Sister Sarah,
Merci à tous les invités, les panélistes. Merci, Dr Boga, Sako, pour cette belle présentation. Alors, je voudrais poser deux petites questions. La première question, c'est quoi le populisme? Parce que quand tu parles un peu, excusez-moi, je suis en bas du train là, quand tu parles un peu, le régime qui est en place, oh, c'est du populisme. Hein, vous tombez dans le populisme. C'est quoi même le populisme? Je voudrais que vous expliquiez ça. Et la deuxième question, c'est que vous avez fait une brillante présentation de la création des droits de l'homme. L'homme a été très barbare, donc il fallait créer les droits, ce qu'ils ont proclamé comme les droits universels de l'homme à Paris. Alors, la question que je vais vous poser, en tant que spécialiste des droits de l'homme, est-ce que réellement les droits de l'homme ont été respectés depuis sa proclamation jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que réellement elles ont été respectées? Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a eu moins de barbarie depuis sa proclamation jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu moins de barbarie? Très bien. Voilà, mettez-vous en mute et puis docteur, voilà, merci. Allez-y, docteur. Alors, merci beaucoup. Je salue le frère qui est intervenu. Et il a posé deux questions. La première, c'est sur la question des droits de l'homme et la question du populisme. Et puis la deuxième, c'est est-ce que les droits de l'homme, depuis qu'ils ont été proclamés, sont respectés dans le monde, etc. Alors, sur la question du populisme, en fait, je comprends très bien le sens de la question. Le terme a été galvaudé. Parce que quand aujourd'hui, il y a deux termes même que dans le domaine de la démocratie qu'on a essayé de galvauder. Le nationalisme, ou le populisme, et puis il y a bien d'autres termes comme ça. Dans le patriotisme aussi. Voilà. Quand, par exemple, on veut considérer aujourd'hui un président comme mauvais, on dit que c'est un populiste, on dit que c'est un nationaliste. Et puis, bon, même la question du patriotisme. Bon, je pense qu'au moins encore, comme il y a certaines grandes nations qui sont très patriotes, encore le terme patriotisme, les gens n'y viennent pas trop. Moi, chaque fois que je suis venu ici aux États-Unis, depuis en 2008, où je suis venu en novembre pour la première fois, et chaque fois je viens régulièrement, ce qui me fascine, mais c'est le patriotisme des Américains, mais c'est incroyable. Le drapeau du pays flotte partout. Les gens sont tellement contents et fiers d'être Américains. C'est tellement magique. Et aujourd'hui, quand tu dis que tu es patriote en Afrique, et en Côte d'Ivoire en particulier, on te prend comme quelqu'un qui est xénophobe. Il n'aime pas les étrangers. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que justement la question de le président américain d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, excusez-moi. Voilà. Si vous voyez qu'aujourd'hui le président américain en place, Donald Trump, il fait controverse. Il est haï par beaucoup, mais il est soutenu par beaucoup, notamment par le peuple américain, qu'il a élu sur tous les plans. Mais parce qu'ils sont patriotes dans le sang, et puis le nationalisme s'y ajoute également. Donc voici des termes un peu galvaudés. Le populisme, celui qu'on traite de populiste, selon eux, c'est quelqu'un qui se fait soutenir par le peuple, par la masse. Voilà, par la masse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas respecter les règles, selon eux, mais qui s'appuie sur le peuple. Alors que dans la norme, un bon président, un bon dirigeant, il devait être aimé par son peuple. Le président Houphouët-Boigny, avec qui on est né, on a grandi, on a étudié, je n'ai jamais entendu dire qu'il était populiste. Et pourtant, c'était l'un des présidents les plus populaires en Afrique. Et notamment en Côte d'Ivoire, il était aimé. Le peuple partout, quand Houphouët venait, les gens se couchaient et tout ça. Et Houphouët, donc, tu pouvais même pas critiquer le président Houphouët. Donc, aujourd'hui, la communauté mondiale n'aime pas les gens qui sont trop soutenus par leur peuple aveuglement. Quand la crise de 2002 a éclaté, et surtout en 2010, que le président Gbagbo était soutenu par les jeunes patriotes,
par le pays. Les femmes cuisinaient pour donner à manger. On dit que c'est un populiste. Mais c'est quelqu'un qui a étudié. Le président Gbagbo était un universitaire. Il était un universitaire. Et donc, il connaît, et puis c'était un historien. Donc, c'est pas parce que le populisme, c'est comme si quelqu'un qui connaît rien, mais qui s'appuie seulement sur le soutien du peuple. Si bien qu'il peut prendre des décisions tant que le peuple soutient. Mais quel est l'Ivoirien aujourd'hui? Regardez aujourd'hui là. Quand vous faites un sondage, tous les Ivoiriens, ils sont un peu méfiants maintenant vis-à-vis des étrangers. Et pourtant, nous sommes hospitaliers, c'est inscrit dans notre constitution. Mais quand on réalise que nos enfants ivoiriens cherchent du job et qu'ils n'ont pas les moyens, et que ce sont les étrangers qui ont pratiquement toutes les richesses, il y a une étude de M. Blum, du patron de M. Zézé Stanislas, patron de Bloomfield, une grande Bloomfield Investment, une grande firme de cotation des États, qui a fait une étude selon laquelle 95% des richesses de la Côte d'Ivoire est détenue par 5% des multinationales. J'ai dit 95% de nos richesses est détenue par 5% des multinationales internationales, de grandes firmes internationales. Comment ça peut pas révolter un national vis-à-vis même de l'étranger? Voyez. Et quand tu as ce discours-là, non, il est populiste, il est nationaliste, etc. Donc je pense que j'ai procédé par des exemples pour faire comprendre à mon compatriote qui a posé la question que est traité de populiste quelqu'un qui est adoubé par son peuple, qui s'appuie sur son peuple, dont les décisions sont validées par le peuple. On estime que il est hors des règles, il sort des canevas internationaux, et surtout dans le cas de Gbagbo, on a utilisé ce terme-là aussi pour le diaboliser. Vous voulez peut-être nous dire que, en fait, c'est de la manipulation. On instrumentalise le terme populisme pour intimider les présidents qui réclament un peu la souveraineté de leur peuple. Exactement, qui sont en phase avec leur peuple. Si vous voyez un dirigeant qui est en phase avec son peuple, on va le traiter de populiste. Vous prenez aujourd'hui le cas de l'Ouganda. En Ouganda, le président au pouvoir et son parlement ont pris des lois contre l'homosexualité. Ils ont criminalisé l'homosexualité, c'est-à-dire qu'ils ont voté dans leur parlement, ils ont écrit dans leur parlement que tout homosexuel est condamnable d'une peine de prison allant de 10 à 20 ans. Pour la communauté mondiale, on va dire que c'est un populiste, c'est un nationaliste, c'est quelqu'un qui est coupé du monde des réalités. Non, chaque pays est souverain, donc chaque pays devait pouvoir se donner les règles qui lui conviennent. Ça, c'était la première préoccupation. La deuxième préoccupation, question qui a été soulevée par mon compatriote, c'est la question des droits de l'homme depuis qu'ils ont été adoptés. Est-ce qu'ils ont été respectés dans le monde une seule fois? J'ai envie de dire à mon frère que malheureusement, hélas, malheureusement pas vraiment. C'est-à-dire que pourquoi on a adopté ces règles-là? On a adopté ces règles-là pour pouvoir sanctionner aussi ceux qui ne les respectent pas. On adopte ces règles-là pour faire peur aussi à ceux qui les violent tout le temps. Mais quand une règle est créée, le problème n'est pas résolu. Dans tous nos pays-là, le vol est condamné. Les crimes sont condamnés. Mais chaque jour, il y a des crimes qui sont commis aux États-Unis. Chaque jour, il y a du vol qui est commis. Et on les prend, on les juge, on les met en... Donc, en fait, la loi est là. Donc, considérez les droits de l'homme comme la loi. Mais c'est pas parce qu'il y a la loi qu'il n'y a plus de voleurs. C'est pas parce qu'il y a la loi qu'il n'y a plus de criminels. La loi, elle est faite pour qu'elle puisse influencer, pour qu'elle puisse faire peur, pour que chacun sache comment marcher. Mais il y aura toujours des voleurs, il y aura toujours des espions, il y aura toujours des fraudeurs, il y aura toujours. Donc, moi, je dis, en tant que chrétien, la loi, c'est un peu comme la Bible, c'est comme l'église. On va à l'église, on dit ne pas voler, ne pas faire. Mais tous les jours, on commet les mêmes crimes, et tous les jours, on pêche, et tous les jours, on demande pardon à Dieu. C'est un peu comme ça. Donc, en fait, les droits de l'homme sont un idéal vers lequel on tend, mais qui n'est jamais acquis. Et je vais terminer par ceci. Dans aucun pays au monde, on ne respecte les droits de l'homme à 100%. Je me retrouve aux États-Unis. Les États-Unis ont commis l'un des pires crimes qui a alerté le monde entier, le cas de George Floyd. Ce noir qui a été arrêté dans l'état de Minnesota, qui a été arrêté par ce policier et qui lui a mis un genou sur le cou. Le monsieur a beau crier, il s'en foutait, les mains dans la poche.
Quand j'explique cette scène-là à mes étudiants de Master 2 en droit de l'homme, mais ils ont les larmes aux yeux. Il a les mains en poche. On est aux États-Unis. Donc même l'État qui est considéré comme le plus grand pays démocrate, le plus grand pays respectueux. Je précise que les États-Unis ont connu les droits de l'homme avant la France. Parce que les États-Unis sont devenus indépendants en 1776, le 4 juillet 1776. C'est là que les 13 États initiaux ont décidé de prendre leur indépendance vis-à-vis de l'Angleterre. Et ils ont écrit un texte qui est le fondement des droits de l'homme, qu'on appelle la Déclaration d'indépendance américaine. Et dans ce texte-là, c'est ce texte-là qui a inspiré les Français. Et puis, on a écrit un autre texte en France jusqu'à ce que l'ONU écrive la Déclaration universelle en 1948. Vous voyez? Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que même le plus grand pays, le pays initiateur des droits de l'homme, les États-Unis, on continue de violer les droits de l'homme. En France, c'est pareil. Vous allez en France, vous allez trouver les SDF, les sans domicile fixe. Vous allez trouver des nécessiteux, des mendiants. Vous allez trouver des gens qui n'ont pas de job. Les droits de l'homme sont violés en France aussi. Il y a le racisme aussi en France. Donc, dans tous les pays, il y a la violation des droits de l'homme. Sauf que, en Afrique, ce qui fait mal, c'est la vie humaine qu'on détruit à chaque instant. Et en Côte d'Ivoire, sous Ouattara, vous pouvez prendre vos stylos, penser chaque année, pendant les 15 ans, un jour on fera le bilan de combien de morts il y a eu sous ce régime. Vous allez voir qu'il n'y a que des morts et des morts. Donc c'est cette violation des droits de l'homme qui nous désole en Côte d'Ivoire. Voilà. Oui. Merci, Dr Boga. Alors, je ne sais pas si Pasteur Aka, avec le psy, veut poser une question, il pourra se signaler. Je voudrais qu'on passe au quatrième mandat. Voilà, d'accord. Vous avez une question avant que je ne passe à la prochaine section? Oui, bonsoir. Voilà, si c'est ça. Bonsoir, Pasteur. Ouais. Je voudrais poser une question. À travers les explications qu'a donné le docteur, parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a violation de notre Constitution. Et nous parlons de démocratie. Et nous savons que la démocratie a été imposée par les Occidents. Or, l'Afrique a ses réalités. L'Afrique n'a pas été richement formée ou préparée à mieux comprendre ce que c'est que la démocratie. Alors, je voudrais demander au docteur, est-ce qu'il ne pense pas que, par rapport à nos réalités africaines, parce que quand nous regardons dans la sous-région, nous voyons que tous les troubles, tous les coups d'État, si je peux m'exprimer ici, que ce soit en passant par la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina, est dû du fait que la plupart des présidents n'ont pas respecté la Constitution ou du moins ont essayé de changer la Constitution. Alors moi je me dis, mais par rapport à nos réalités africaines, pourquoi ne pas mettre dans nos constitutions une limitation des mandats? Dis bon, le président peut faire autant de mandats qu'il veut, si et seulement si le peuple accepte de toujours le soutenir. À ce moment-là, ça va nous éviter tout ce que nous sommes en train de traverser un peu dans l'Afrique actuelle. Qu'est-ce qu'il en pense? D'accord. Si cela était le cas. En tant Docteur Boga. Voilà. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Je salue au passage le pasteur Aka, un ami, un frère. Et tout comme la première personne qui a posé la question aussi, je la salue. Ah oui, d'accord, c'est mon frère Kwasi Douga, je le salue aussi. Ce que je voulais dire, ce débat-là, nous l'avons souvent dans les milieux intellectuels. Hein. On se dit, est-ce que la démocratie même était adaptée aux réalités africaines? On a souvent ce débat-là. Il y a certains panafricanistes qui estiment que l'Afrique peut se trouver elle-même sa façon de gouverner. Nous, on vient de la royauté et donc on peut choisir un système qui convient à nos mœurs, etc. On a voulu copier la démocratie, ça ne nous réussit pas. Alors je me dis, est-ce que c'est la démocratie qui est en cause ou bien ce sont les élites africaines qui sont en cause? Parce que vous avez pour résoudre un problème, il faut savoir le poser. Est-ce que c'est la démocratie qui est problématique pour l'Afrique ou bien est-ce que ce sont les élites africaines elles-mêmes, les cadres africains eux-mêmes qui sont problématiques eux-mêmes? Pourquoi qui sont malhonnêtes? Mais qui sont malhonnêtes.
Écoutez, chères sœurs, chers frères qui m'écoutez, dans nos villages, nos parents ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas fait droit. Mais dans mon village, là, il y a un chef de village qui règle les problèmes tous les jours, chaque semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a la coutume. Et depuis ses ancêtres, il a appris comment on règle les problèmes. Et il règle les problèmes. Donc, l'être humain n'est pas bête. Et je crois qu'il y a un grand auteur français qui l'a bien dit, et il n'a pas tort, il s'appelait René Descartes. Il a dit, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Fin de citation. Ça veut dire en clair qu'il n'y a pas d'homme idiot. On est tous égaux en intelligence. Le blanc n'est pas plus intelligent que moi. Il y a des noirs même qui ont brillé. Mais d'ailleurs, docteur, quand ils sont dans les pays des blancs, ils respectent la loi. Exactement. Mais quand ils retournent chez eux en Afrique, ils font autre chose. Voilà, donc le problème, je veux dire au pasteur Aka, le problème, ce n'est même pas la démocratie. Vous remplacez la démocratie par n'importe quel système, vous allez trouver des gens malhonnêtes. Donc, excusez-moi, mais je vous fais un témoignage ce soir. Pendant mon premier temps d'exil, pendant les 10 ans, de 2011 jusqu'en 2021, en 2020, un certain 20 septembre 2020, au moment où Ouattara nous parle d'un troisième mandat, il se trouve que nous devons travailler avec les frères de GPS. Et donc, M. Guillaume Soro donne une conférence, moi qui étais vice-président de EDF, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, mes amis me demandent d'aller les représenter à la conférence de Guillaume Soro. Je vais là-bas, je n'ai plus rencontré Guillaume Soro, c'est à cause de lui, je suis en exil, la rébellion m'a menacé, etc. Quand Guillaume Soro finit la conférence, et qu'il est de passage pour sortir, il m'aperçoit, dit, non, Dr Boga, tu es là, il faut qu'on se voit. Et puis, on se voit, et il m'invite à un dîner le lendemain, le 20 septembre 2020. Pourquoi j'évoque ça? Parce que il n'y a pas mieux placé que Guillaume Soro pour situer ce que je m'avais dit maintenant. Guillaume Soro me dit, Docteur Boga, vous ne pouvez pas imaginer, tu ne peux pas imaginer combien de fois je suis déçu. Je me disais que le monsieur, il vient du FMI, il a fait l'Amérique. Donc s'il vient, il va être le plus grand démocrate, il va être un bon démocrate comparé à ceux qui étaient ici, qui ne respectent pas la démocratie. Laurent Gbagbo n'a pas respecté, etc. Donc, le fait que Ouattara vienne du FMI et de plus grands pays des démocraties, j'ai cru en lui. Mais Boga, je me suis trompé. Ce témoignage de Guillaume Soro. Oui, mais il a cru en lui, mais cependant, il a pris les armes. Les démocrates ne prennent pas les armes, entre parenthèses. Oui, tout à fait. Oui, mais bien sûr, je suis d'accord avec. Mais en fait, on est maintenant dans la phase de l'après-armes, puisque je vous parle de 2020, ils ont pris les armes en 2020. Voilà, donc je situe les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'on est arrivé maintenant au stade du regret, au stade de demande de pardon. Donc, ce que je veux dire, c'est que la plupart des dirigeants africains, la plupart des élites africaines, ce sont celles-là qui échouent. Ce n'est pas la démocratie qui a un problème. La démocratie est claire. La démocratie dit que tu viens au pouvoir, tu fais 2 mandats, c'est terminé. C'est nous-mêmes. Quand on arrive au pouvoir, mais pourquoi n'avons-nous pas la capacité? Barack Obama est venu ici, il a fait 2 mandats. Aujourd'hui, là, pour Donald Trump, c'est clair, selon la constitution américaine, il a fait 1 mandat. Il y a quelques années, en 2020, aujourd'hui, il a droit à un seul mandat. Et puis, le débat est clos. On ne change pas les règles, malheureusement. Mais en Afrique, regardez, le deuxième témoignage que je vous fais, c'est quoi? Il y a un certain Alpha Condé. Alpha Condé a été un grand opposant comme Laurent Gbagbo, quand ils étaient dans l'opposition à l'époque. Alpha Condé fait partie de ceux qui se sont opposés à contre Sékou Touré. Il était en France, comme Laurent Gbagbo en exil. Comment comprendre que Alpha Condé revient dans son pays, par la grâce de Dieu, il est élu président, il fait 2 mandats, et monsieur veut modifier la constitution pour vouloir faire un 3e mandat. Aujourd'hui, il a été renversé. Vous voyez, donc la démocratie n'a pas un problème en soi. Ce sont les acteurs, les cadres africains qui sont égoïstes, qui sont encore attachés à l'argent, qui sont attachés aux moyens, qui ne savent pas ce que c'est que la démocratie, alors qu'ils ont étudié dans les grandes écoles occidentales, malheureusement. Alors, docteur Boga, je voudrais profiter pour poser la question suivante sur la démocratie. Alors, comment est-ce qu'on fait alors pour que les règles, pour que la Constitution ne soit pas manipulée? Parce que le grand problème que nous avons et qui tue les démocraties en Afrique,
c'est la toute-puissance du président à manipuler. C'est-à-dire qu'un président vient aujourd'hui, il n'aime pas la limitation des termes de présidence. Comme Ouattara l'a fait, il dit, bon, il n'y a pas de limitation d'âge. Il n'y a plus de limitation d'âge. Et puis donc, on est coincé. Alors, comment est-ce qu'on peut fortifier nos démocraties en Afrique? Pour répondre à cette question qui paraît un peu fataliste, c'est-à-dire que quand j'écoute la question, on a envie de dire, oh là là, soit on va encore souffrir ou alors c'est peine perdue. Moi, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'espoir parce que les grandes nations dont nous parlons là, ma chère sœur, ils ont parcouru beaucoup d'années, hein. Ils ont beaucoup galéré, hein. Je rappelle que quand ils ont fini la Révolution française là, ils avaient à un moment donné aboli l'esclavage. Après, il y a eu un Napoléon qui est venu. Donc, c'est plusieurs étapes. Une nation, ça se bâtit de génération en génération. Avec ce qui s'est passé dans nos pays, regardez les nouvelles générations qui arrivent. Quand les pays de l'AES qu'on critique tant, ceux qui sont à la tête de l'AES, c'est une jeune génération. Hein. Ce sont des jeunes comme nous, et ils doivent être autour de la cinquantaine, oui, il y en a qui ont peut-être 40 ans. Mais ce sont des jeunes qui sont en train de révolutionner leur pays, hein, parce qu'ils ont regardé les erreurs des politiques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, comment on fait? D'abord, il faut que nous rédigions des constitutions assez claires. Sur la question des mandats, M. Ouattara a berné les Ivoiriens. La constitution était assez claire. Il est venu, il a modifié la constitution en 2016. Et dans la constitution qu'il a modifiée, il y avait un article, l'article 183, qui disait que tant que il y a des dispositions qui n'ont pas changé, elles s'appliquent. Donc normalement, il y avait 2 mandats dans la précédente constitution, il y a 2 mandats dans la nouvelle. M. Ouattara ne devait plus faire de 3e mandat. C'était assez clair. Malheureusement, il a violé. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ma chère sœur, on n'a pas encore trouvé parmi nous des gens qui vont aimer le pays plus qu'eux-mêmes. On n'a pas encore trouvé des cadres africains qui aiment l'intérêt national beaucoup plus qu'eux-mêmes. Les gens comme les Laurent Gbagbo, qui n'ont pas cherché la richesse, mais qui ont cherché plutôt à devenir des modèles pour sauver leur pays, c'est des gens comme ça qu'il faut imiter. Il y a eu le jeune Thomas Sankara, dont l'histoire est encore édifiante. Quand j'ai étudié l'histoire de Thomas Sankara, je me rappelle que quand il est venu au pouvoir, il y a quelqu'un qui est venu lui donner 500 millions. Il a dit au monsieur, c'est beaucoup d'argent, je te remercie, mais le pays que je dirige, il n'a même pas 500 millions. Donc, mettez ça dans la caisse de l'État. Il roulait dans une R4. Mais aujourd'hui, nous avons des dirigeants, quand ils arrivent au pouvoir, c'est comment devenir milliardaire. Comment enrichir moi-même, ma famille, mon village. On ne pense pas intérêt général. On pense intérêt personnel. Et c'est au nom de cela que tous ces gens qui sont autour de M. Ouattara, madame, je ne sais pas si vous avez vu quand il a annoncé son 4e mandat là. Des ministres en train de sauter pour danser. Des ministres qui dansent. Quand un président dit qu'il lui a fait un 4e mandat, des ministres dansent. Mais ça veut dire qu'on est tombé bas. Mais ils dansent pourquoi? À cause de leur poste. Ils dansent à cause de leur argent. Ils pensent à leur famille. Mais nous là, nous qui prenons les risques pour parler, on pense à l'intérêt général. Donc il faut plutôt viser l'intérêt. Il faut travailler sur nos mentalités. Il faut que nous changeons. Il faut que le cadre africain change. Il faut qu'on aime plus nos pays, plus qu'avoir des comptes en banque fournis. Et je pense qu'on peut changer l'Afrique. Et je dis. D'accord. Alors, Sisa Sara. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Oui, alors? Bonsoir. Bonsoir, oui. Sisa Sara. Allez-y, posez votre question. Voilà, effectivement, j'ai une question pour votre invité. Je le salue de l'autre côté. Ma question, voilà, je voudrais savoir, est-ce que la démocratie est bonne pour les Africains? Parce que quand vous prenez l'histoire de la démocratie a été imposée aux Africains dans les années 1990 lors de conférence de Bâle par le président François Mitterrand. Est-ce que cette démocratie-là est bonne pour les Africains? Parce que le plus souvent, c'est ça qu'on dit, que la démocratie a été imposée aux Africains. Voici ma question. Merci. Merci. Alors, d'abord, oui, la démocratie a été imposée aux Africains et tout ça, je comprends. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que nous, on a été colonisés. Pour la plupart de nos États, on a été colonisés. Donc, il n'est pas faux de dire que
on a adopté les principes qui sont venus de l'Occident. C'est vrai. Mais ce que je vous fais comprendre, c'est que le monde aujourd'hui s'est globalisé. Je me demande comment un État peut-il vivre aujourd'hui en dehors des règles universelles. La démocratie est devenue pratiquement le modèle de gouvernance le moins mauvais. Parce que le monde a expérimenté la monarchie. Les pays occidentaux ont eu des monarques. Chez nous, en Afrique, on est habitué aux monarques. On a eu des rois. Il y a des rois chez nous. En France, il y a eu des rois. Il y a le roi Louis XVI, Louis XIV. On a étudié tous ces rois-là. OK. Mais avec l'évolution de la modernité, avec les questions des droits de l'homme, on a dit, le roi, quand on était sous les royaumes, dans le royaume, le roi est roi, tout le monde est sujet du roi. Quand le roi vient, tout le monde se couche. Mais les gens des droits de l'homme, là, ils ont réfléchi pour dire, mais au nom de quoi quelqu'un qui respire comme moi, quand il arrive, on se couche. Pourquoi? Alors qu'il est un être humain comme moi. Donc les droits de l'homme ont révolutionné le monde. Et donc le monde a adopté de nouvelles règles. Moi, je pense même pas que moi, je ne fais pas les droits de l'homme pour faire plaisir à l'Occident. Moi, je fais les droits de l'homme parce que j'estime que le président de mon pays, c'est moi qui le vote. Si c'est moi qui le vote, donc quand le président me voit, il doit me respecter. Regardez comment c'est beau en Occident. Mais regardez la scène au cours de laquelle quelqu'un a giflé M. Macron. C'est pas intéressant de gifler son prochain. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il s'est dit que le président qui est là, c'est moi qui te vote, monsieur le président. Il faut me respecter. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Vous voyez, c'est un message qu'il envoie. Donc, dans les grandes démocraties, le peuple a un pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. Donc, moi, je préfère la démocratie dans mon pays, dans les pays africains, où quand quelqu'un est président, il est Dieu sur terre. Pourquoi un président va être Dieu? D'abord même, il ne gouverne pas avec son propre argent. L'argent avec lequel il gouverne, c'est l'argent qu'on a prélevé sur le cacao, sur le café, sur l'igname, sur la patate, sur tout. Et puis c'est sur les fonctionnaires, on coupe sur notre salaire pour mettre dans une cagnotte. Et puis on dit, monsieur le président, on te vote pour 5 ans, il faut diriger le pays avec l'argent, et puis on met l'argent à ta disposition. Et tel monsieur que nous envoyons en mission, pourquoi peut-il se croire supérieur à nous? Donc moi je pense que la démocratie même là, elle est belle pour nous. Plutôt que de rester dans un pays où, quand on dit le Moro Naba arrive, tout le monde est Dieu. Supposons qu'au Burkina, il n'y avait pas de président. Quand le Moro Naba arrive, tout le monde se couche. Le Moro Naba peut dire, tuez-lui là, on le tue. Pourquoi sa parole, pourquoi il est Dieu sur terre? Parce que dans la royauté, le pouvoir du roi est un pouvoir divin. Quand le roi a parlé, c'est comme si Dieu a décidé. On a fini avec ces régimes-là. Donc on est arrivé dans un régime moderne où on est égaux en dignité et en droit. Donc, mon frère qui m'a posé la question et moi, on est égaux en dignité et en droit. On s'en fout de notre diplôme, on s'en fout de combien tu gagnes. Toi et moi, là, on est même chose. Tu n'as pas le droit de venir t'imposer à moi. Et c'est très beau de vivre dans un pays où on respecte chacun. Donc, moi, je pense que la démocratie n'est pas mauvaise, mais c'est un processus. On n'a pas encore arrivé au sommet, mais c'est vous et moi. Vous avez la chance d'être aux États-Unis, dans une grande démocratie. Mais quand vous allez retourner dans votre pays et qu'un ministre, il arrive au village, on demande à toutes nos mamans de sortir, se mettre sous le soleil, de porter le t-shirt. Le monsieur arrive, on va applaudir, mais un ministre, c'est quoi? Le ministre, c'est notre envoyé. La définition étymologique d'un ministre avait dit envoyé. On envoie un ministre pour aller parler au président. Pourquoi voulez-vous qu'un ministre arrive et puis on se couche? Donc moi, je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup les droits de l'homme et c'est pour ça que j'aime la démocratie. Parce qu'avec la démocratie, c'est pas que je m'en fous d'un ministre, mais il est ministre. Ça ne me dit rien du tout. J'ai voté un président, il doit me rendre compte. Oui, en fait, c'est un fonctionnaire de l'État comme un instituteur. C'est un fonctionnaire de l'État comme un professeur de lycée au collège. Donc, en tant que tel, il a un salaire, il a peut-être une position plus élevée, mais c'est un serviteur, comme on dit en anglais, un civil servant. Donc, c'est vraiment, voilà, donc c'est ça. Merci. Bon, alors, je voudrais revenir, avant que mes frères la posent la prochaine question, je voudrais revenir, Dr Bouga, sur le 4e mandat de M. Ouattara. Voilà. Est-ce que ce 4e mandat est dangereux? Si oui, pourquoi est-ce qu'il est dangereux? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce 4e mandat soit invalidé? Écoutez, je pense
il est dangereux. Je pense que l'adjectif n'est pas mauvais. Le 4e mandat est dangereux. D'ailleurs, tous les mandats, en dehors de ce que prescrit la Constitution, sont dangereux. Ce qui se passe au Cameroun, c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, Paul Biya, il ne sait plus à quel mandat, il a 92 ans, il est en train de briguer son 8e, il me semble, 8e mandat. C'est extrêmement dangereux. Mais ce qui fait que je ne critique pas nos frères du Cameroun, mais généralement, tout autour du président, tout le monde est corrompu, le président distribue l'argent, donc il n'y a même pas quelqu'un maintenant pour s'opposer. Ceux qui s'opposent vraiment sont peu nombreux, hélas. Mais quand je regarde tout ça, je vous donne encore l'exemple du Gabon. Le Gabon a été dirigé par une seule famille pendant près de 50 ans. Un matin, ils se sont tous retrouvés où? Or, ce qui est beau, c'est que l'expérience de la vie, l'histoire de la vie, nous montre que toute chose a une fin. Le 4e mandat de M. Ouattara est dangereux. Ce qui fait qu'il est dangereux, d'abord, il est anticonstitutionnel, comme le 3e mandat l'a été. Aujourd'hui, il faut que j'explique à tous nos amis qui nous écoutent, parce que souvent les gens font comme si nous, on n'est pas allé à l'école, donc on est abrutis. Lorsque M. Ouattara a voté sa constitution en 2016, quand on change les constitutions, il y a deux écoles de droit. Il y a une école qui estime que quand on a changé la constitution, on met les compteurs à zéro. On met tous les compteurs à zéro. Et puis on recommence à zéro. Mais, chers amis, est-ce que dans le cas de M. Ouattara, est-ce qu'on a mis les compteurs à zéro? Parce que la constitution a été votée le 8 novembre 2016. Donc si les compteurs étaient à zéro, on devait partir de 2016 plus 5. Ça devait faire 2016 plus 5, ça veut dire 2021. Plus 5, ça devait faire 2026. Mais avec le M. Ouattara, on n'a pas mis les compteurs à zéro. Il a voté la Constitution le 8 novembre, il a promulgué la Constitution le 8 novembre 2016, mais c'était dans une continuité. Et il y a un article 183 qui disait que la continuité se suit. Donc M. Ouattara, même quand il dit 3e République, il a menti en fait aux Ivoiriens. Parce que quand on dit une 3e République, c'est que, par exemple, on a connu une guerre avec Guy Robert. Avec Guy Robert, c'était une 2e République. On a eu une première constitution en 1960, elle date du 3 novembre 1960, et puis elle a survécu. Arrivé en 2000, comme on a connu un coup d'État, on a pu voter une nouvelle constitution qui a créé la 2e République. Et quand vous créez une république, on met les compteurs à zéro, on recommence à compter à zéro. Donc en 2000, c'était une 2e République. Avec quand M. Ouattara arrive, il a modifié la constitution en modifiant l'article 35 où il y avait le « et » et le « ou ». Donc, à la vérité, il n'a fait que faire une modification, mais il n'a pas bouleversé la République. Parce que quand vous bouleversez, c'est là qu'on recommence à compter. Donc, si on veut rester dans la logique de M. Ouattara, si c'était vraiment une nouvelle République au sens propre du terme, de 2016, en novembre 2016, c'est en novembre 2021 qu'on devait faire 5 ans après l'élection. 2021 et après 5 ans encore, donc 2021, ça veut dire 2026, novembre 2026. Mais ça n'a pas été le cas. M. Ouattara a changé et puis on a continué dans la République. Donc, ce premier mandat-là, ce 3e mandat, il était dangereux parce qu'il était anticonstitutionnel. La 2e école, qui est dans le débat qu'on a eu, et c'était notre école à nous estimons que nous sommes des démocrates. Dans la démocratie, il y a la règle, mais il y a aussi l'esprit. L'esprit de la démocratie, c'est que personne n'est au-dessus de personne. On te vote, tu fais 2 mandats, tu quittes. C'est pour cela que aux États-Unis, si c'est clair, hein, sinon Donald Trump allait dire, moi j'ai été élu en 2020. Pardon? Même si tu es le plus intelligent, 2 mandats, tu pars. Tu pars. Et dans la constitution américaine, là, si on était ailleurs, les Ouattara, là, ils allaient dire, non, premier mandat, là, c'était de 2020 à 2024, il est parti. Comme il est parti, là, quand il revient, là, il doit faire encore 2 mandats. C'est pas ça. Dans le concept américain, c'est que dans ta vie, là, tu ne dois être président que 2 fois. C'est-à-dire 4 ans, point. Mais si tu es génie, extraterrestre, c'est 2 mandats bouclés. Donc voilà le principe. Et nous, pour nous, M. Ouattara a violé la Constitution. Mais madame, vous avez dit, il est dangereux. Oui, il est dangereux encore. Voici un autre argument.
M. Ouattara a trahi les Ivoiriens. Il a menti aux Ivoiriens. C'est pas bon de dire qu'un est mort, mais il a trahi. Parce que quand il a, pour voter la constitution du 8 novembre 2016, ils ont fait campagne en disant aux populations que M. Ouattara va jamais faire un autre mandat. Il n'est pas en train de changer la constitution pour faire un troisième mandat. Ma soeur, ça a été dit à tous nos parents. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Leur ministre de la Justice et des Droits de l'Homme est parti s'asseoir au Parlement. Et il a soutenu que Ouattara n'a jamais fait un troisième mandat, que lui, il fait 2, il s'en va. Et puis voilà qu'après, il a fait un troisième. Donc, c'est dangereux parce que c'est une haute trahison du peuple. Troisième argument, et c'est l'argument qui est le plus grave. Regardez le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Est-ce qu'on peut accepter que M. Ouattara fasse un 4e mandat? Pendant ce temps, il a rayé de la liste électorale M. Gbagbo, M. Blé Goudé, M. Guillaume Soro, M. Tidjane Thiam, M. Akossi Benjo. Est-ce qu'on peut accepter ça? Comment toi tu veux violer la Constitution en faisant un 4e mandat, mais tu manipules la justice pour enlever dans la compétition tes adversaires les plus redoutables? Tu es un mauvais démocrate. M. Ouattara met notre pays en danger. Les arguments qu'il a invoqués pour justifier son 4e mandat ne tiennent pas la route. Premièrement, il dit on a une menace djihadiste à côté, donc je suis là pour protéger mon pays. C'est faux. La menace, c'est toi-même. Parce qu'à l'intérieur, c'est plus grave qu'à l'extérieur. Mais c'est encore faux. Parce que c'est toi-même qui provoque les pays de l'AES. Aucun pays de l'AES ne l'a menacé. C'est M. Ouattara qui manipule la CEDEAO contre les pays de l'AES. Et en cela, il n'est pas oufouettiste, parce que c'est Oufouet qui a créé le Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente, là, ce sont les pays voisins. On a créé une sorte de conseil pour dire, si on a des problèmes, réglons-les en famille. C'est Oufouet qui a créé cela. M. Ouattara provoque, il est en conflit avec tout le monde. Là, le jeune qu'on vient de tuer, le Alino Faso, c'est un jeune Burkinabé. Tu es en conflit avec le Burkina. Et puis maintenant, tu viens de tuer les ressortissants. Comment tu vas te comporter? Ils vont prendre, oui, à l'UMOA. Vous avez refusé encore que les membres de l'AES deviennent ministres, alors que les textes, l'article 11 des textes de l'UMOA disent que la présidence du conseil de l'UMOA est tournante. Que chaque pays, sur les 8 pays, chaque pays vient, il fait 2 ans, et puis il part. Autour d'un pays de l'AES, tu dis non, il ne peut pas. Donc voici un peu. Lui, il est dangereux, ce 4e mandat. Il est dangereux parce qu'il met notre pays gravement sur la liste rouge des pays dangereux. Voilà. Je voudrais quand même donner, je sais qu'il y a une autre partie de la question, c'est comment est-ce qu'on peut invalider le 4e mandat? Si vous pouvez répondre très rapidement pour que je donne le temps aux panélistes de faire un dernier tour. Non, mais à ce niveau, je pense que la balle est dans notre camp. Je voulais saluer l'opposition ivoirienne et ainsi que la société civile d'ailleurs, parce qu'avant que je ne vienne en exil, nous avons été les premiers à écrire au secrétaire général de l'ONU pour lui dire de venir aider la Côte d'Ivoire à régler ce problème qui a été créé par la communauté internationale. Car c'est cette communauté internationale qui a imposé M. Ouattara en fin de compte. Donc il faut que la communauté internationale vienne aider. Et on a écrit aussi à l'Union européenne. Donc on prend à témoin la communauté internationale et j'ai aimé aussi la démarche qu'avait adoptée hier M. Gbagbo et Guillaume Soro quand ils ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander qu'on les remette sur la liste électorale. Ça n'avait pas prospéré. Aujourd'hui, M. Tidjane Thiam a fait pareil. Il est venu saisir le comité des Nations Unies des droits de l'homme. Il a saisi le comité lui a donné raison en demandant à Ouattara de remettre, son nom sur la liste électorale. Ma chère sœur, et je vais terminer par là parce que vous m'avez demandé d'être bref. M. Ouattara a déclaré la guerre au peuple de Côte d'Ivoire. C'est une déclaration de guerre. Et ça ne fait que commencer parce que nous sommes encore à 3 mois de l'élection présidentielle. Beaucoup de choses peuvent se passer. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que lui veuille faire un 4e mandat envers et contre tout et contre tous, alors que les autres, il les a rayés de la liste électorale. Croyez-vous vraiment que les gens vont se croiser les bras et puis regarder M. Ouattara encore prendre 5 ans à la tête du pays où la liberté d'expression n'existe pas? On met les gens en prison. Il y a des encagoulés. Tu es à la télévision même là, tu critiques, tu ne savais pas quand tu sors, mais si on ne peut pas t'arrêter. Tout le temps que j'étais à la télévision, c'est ce que je craignais.
Parce qu'ils sont là. Ils n'aiment pas qu'on les critique. Leur président, là, c'est leur Dieu. On ne le critique pas. Tu le critiques, les encagoulés te visitent. Quel est ce pays donc? La Côte d'Ivoire est devenue dangereuse. Mais c'est Ouattara qui rend la Côte d'Ivoire dangereuse. Et je dis. Merci. Merci. Alors, Pasteur Aka, M. Adjeïb, vous êtes du même bord que Dr Boga, donc je vais donner la primauté à M. Dungan et à Pasteur Aka. Si vous avez une dernière question à poser à notre frère, est-ce que vous avez une question ou un petit commentaire? Oui, moi j'ai une question. Peut-être un point de vue. Bon, aujourd'hui, vu la violation constitutionnelle par rapport à la déclaration qu'a faite le président Ouattara pour son 4e mandat, quelle doit être l'attitude de l'opposition? Ça, c'est un. Vis-à-vis de cette déclaration. Et de deux, puisque nous parlons de démocratie, c'est en même temps une question comme une suggestion. Pourquoi est-ce que l'opposition ne se mettrait pas ensemble? C'est-à-dire, quand je dis l'opposition, ce n'est pas une affaire de front commun ou bien une affaire de cap. Toute l'opposition ivoirienne se mettre ensemble et désigner un seul candidat. C'est-à-dire, ça peut être Awadon Melo, et qui va confronter. Nous savons que les élections, il y a les trucages, mais avec le soutien de toute la population, avec le soutien de toute l'opposition, et puis battre Ouattara. Qu'est-ce qu'il en pense, si ça faisait partie des calculs d'affaires? Très bien. Merci, mon cher frère. D'abord, les analyses. Nous sommes dans une phase critique et les analyses, les propositions fusent de partout. Donc, vous avez pleinement le droit de faire cette suggestion qui est très intéressante. Mais je suis là aussi pour l'analyser et pour vous dire les réalités. Parce que avant de venir ici, j'ai pratiquement travaillé. C'est à cause de nous que M. Ouattara a pris une ordonnance le 12 juin 2024 pour que la société civile se sépare de la classe politique. Sinon, les premiers travaux qui ont été réalisés par l'opposition, notamment par Mme Simone Evé, pour demander que les conditions soient réunies, elle a demandé notre expertise. Et j'ai travaillé avec eux. Je leur ai donné ma contribution. De la même manière que j'ai participé au dialogue politique qui a eu lieu de fin 2021 jusqu'à mars 2022. Donc, autant le gouvernement m'avait sollicité pour participer au dialogue politique, autant l'opposition me sollicite pour participer à des travaux. J'apporte mes contributions. Regardez ce qui se passe. Oui, ce que vient de dire le frère Douga, c'est dans l'idéal. Le frère Aka, c'est le frère Aka qui a parlé? Oui. Ouais, ok. C'est dans l'idéal. C'est-à-dire que ça, là, c'est ce qui était idéal. Mais dans l'idéal, entre l'idéal et la réalité, ça fait deux choses. D'abord même, je n'ai jamais vu, c'est très rare dans les pays au monde où toute l'opposition se regroupe contre quelqu'un seul. C'est très rare. Ça n'a pratiquement jamais existé. Parce que quand vous dites toute l'opposition là, il va se trouver un tentampion qui va dire que lui il est indépendant. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire en 2020. Toute l'opposition avait fait bloc. Afin Guessan pouvait aller à l'élection. Bédier pouvait aller à l'élection. Mais par solidarité avec ceux qui étaient rejetés, ils ont préféré faire la désobéissance civile. Et puis Bédier a inventé un instrument de façon informelle, parce que ça, c'était pas formel, le CNT, le Conseil national de transition, par solidarité avec l'opposition. Mais qu'est-ce que le pouvoir a fait? Le pouvoir a monté un tentampion en la personne de mon ami et frère Kakabe, qui est allé se présenter contre Ouattara. Et Ouattara, toute honte bulle, il s'est présenté contre Kouadjou Bertin, et puis il était content de dire j'ai gagné. Vous voyez comment c'est ridicule? Regardez aujourd'hui, on n'a pas encore validé les candidatures, mais regardez, toi-même, regarde, combien de candidats? J'ai mon ami Assalé Tiemoko qui s'est déclaré, mon ami Vincent Tobi qui s'est déclaré. Ceux-là, ils sont pas de l'opposition. Ils sont indépendants. Je veux dire qu'ils n'ont pas de parti politique. C'est maintenant que Assalé Tiemoko a créé un mouvement. Mais ceux-là, ils ne parlent pas comme ça. Comme moi, je parle avec Mme Gbagbo, je parle avec les Tiamis, avec les Gbagboïs, avec l'opposition, etc.
On a même des amis avec les RSDP, mais comme ils violent tout, c'est pour ça qu'on a rompu nos échanges. Donc, comment tu peux réunir tout cela pour dire de faire bloc avec toi? Vous n'avez même pas les mêmes intérêts. Parce que parmi les candidats que vous voyez là, il y en a qui sont suscités par le pouvoir. Attends, je veux vous préciser. Comment M. Kakabe a fait pour avoir les signatures? Alors qu'il n'avait même pas de parti politique, alors qu'il était vomi par le PDCI RDA. Mais c'est le pouvoir qui fait ça. Quand le pouvoir te prend, il dit, bon, considérez qu'il a déposé toutes les candidatures. Le jour où on va dire, on va contrôler les signatures de Kakabe, ou alors ils vont susciter leurs propres militants pour lui donner le parrainage. Donc vous allez voir que parmi les candidats qui sont là, beaucoup sont en mission pour casser l'opposition. Donc, ne rêvons pas pour croire que toute l'opposition sera unie à un seul candidat contre M. Ouattara, un seul candidat. Donc, premier élément. Mais ce qui est intéressant et qui est à vérifier, il peut y avoir 1000 candidats à cette élection, il y a 3 forces. Il y a la force du RHDP qui est au pouvoir, mais il y a la force du PDCI RDA, la grosse machine, qui est pilotée aujourd'hui par Tidiane Thiam, mais il y a toujours eu la force de Laurent Gbagbo. Car tous ceux qui sont derrière Simone Gbagbo là, beaucoup ne sont pas en animosité avec Laurent Gbagbo. Tous ceux qui sont chez Blé Goudé, il y a beaucoup qui ne sont pas le jour où on va dire Laurent Gbagbo est devant, tous ceux-là peuvent voter pour lui. Donc, les 3 forces là, les voilà. Quand les Blancs analysent objectivement la Côte d'Ivoire, c'est les 3 forces. S'il y a 2 forces qui se mettent ensemble, le troisième, il a perdu. La Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on calcule. Et aujourd'hui, le PDCI s'est mis avec le PPACI. Ouattara sait qu'il est foutu. Donc, à ce stade-là, déjà, ça, c'est déjà gagné. Mais encore, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est une analyse politique maintenant que je vous fais là. Ce qui est intéressant, c'est que l'opposition est un peu reliée par le PDCI-RDA de Tidiane Thiam. Car le Tidiane Thiam, il s'est mis avec Simone, Blé Goudé, tout ça, ils ont créé la CAP-CI. C'est un groupe dans lequel ils sont. La locomotive de ce groupe s'appelle le PDCI. Mais il ne faut pas négliger les voix de Blé Goudé, les voix d'Afi Nguessan, les voix de Simone Gbagbo. Il ne faut pas les négliger. Ils sont tous avec Tidiane. Et puis Laurent Gbagbo a signé un accord avec Tidiane. Donc Tidiane va à gauche et puis Tidiane vient à droite. Donc à la vérité, l'opposition se rallie, se soude à travers le PDCI-RDA qui est au milieu. Quand Laurent Gbagbo va lancer un mot d'ordre avec Tidiane Thiam, mais la CAPSI là, qui est le patron là-bas? Le patron s'appelle Tidiane Thiam. Simone Gbagbo n'est que porte-parole. Et puis ça nous permettrait de voir quels sont ceux qui sont vraiment contre l'opposition. Parce que quand il va y avoir un mot d'ordre général, celui qui va refuser de rentrer dans le mot d'ordre, nous on va prendre nos stylos pour noter. Donc ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui là, Ouattara sait. C'est pour ça qu'il ne veut même pas que ni Tidiane, ni Gbagbo ne soient sur la liste électorale. Et donc aujourd'hui, et je m'en vais chuter sur cette question, on n'a que deux voies. Si M. Ouattara, il veut espérer que sa candidature reste, il est obligé d'organiser le dialogue politique et puis remettre les autres aussi sur la liste électorale. Et moi, je vais vous dire, les gens disent que, j'ai entendu souvent, et ça, nous-mêmes, on a souvent peur de ça. On se dit, non mais attention, si on est éparpillé, qu'on va au premier tour, il est capable de tout gagner au premier tour. C'est faux. En Côte d'Ivoire, aucun dirigeant ne gagne au premier tour. Souvenez-vous de Laurent Gbagbo, tout puissant, populaire, aimé. En 2000, il a gagné son élection. En 2010, au premier tour, Laurent Gbagbo n'avait pas atteint 40. Il était autour de 32 ou 38. Il était je voudrais vous raccourcir rapidement parce que on n'a pas touché à la dernière section. Je m'excuse, il nous reste seulement un peu de minutes. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Si vous pouvez finir rapidement ce que vous êtes en train de dire, comme ça on va parler un peu de la marche du 2 août qui vient d'être annulée par le gouvernement ivoirien. Oui, merci. Donc j'expliquais vraiment à mon ami et frère là pour qu'il comprenne que dans l'élection de la Côte d'Ivoire, les statistiques ont montré que c'est rare qu'on gagne au premier tour. Aucun dirigeant ne peut gagner au premier tour. Et donc, c'est au second tour que tout le ralliement se fait. Et donc, au second tour, ça permettrait à cette opposition de gagner immédiatement. Et ça, il y a beaucoup d'espoir là-dessus. Mais pour les réconcilier ou les réunir en un bloc,
Si on avait suffisamment de temps, je vous expliquerai les difficultés que nous avons rencontrées pour que eux tous parlent d'une même voix, mais aujourd'hui au moins ils sont ensemble, que ce soit le Front commun et puis la CAPSI, qui sont les deux grands blocs de l'opposition, les deux sont ensemble, ils sont soudés. Et donc moi je pense qu'ils vont se rejoindre quelque part et donc voilà, le combat est jouable. D'accord, merci. Alors, je voudrais qu'on parle rapidement de la marche du 2. Je viens de voir tout à l'heure sur les réseaux sociaux que le patron de la police est sorti pour déclarer que la marche est annulée. Je ne sais pas ce qui va se passer vraiment le 2, si l'opposition va se soumettre à cela ou bien si les Ivoiriens vont quand même sortir malgré eux. Alors, à votre avis, est-ce que cette marche-là va avancer un peu le processus en Côte d'Ivoire si les gens sortent? Est-ce que cela va changer quelque chose dans tout ce qui est en train de se passer? Oui, une marche, c'est une expression démocratique. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 20 dit que toute manifestation pacifique est de droit. Tout individu a droit à une manifestation pacifique. Donc, la marche est déjà reconnue au plan universel, au plan international, mais en plus, dans la Constitution de Côte d'Ivoire, l'article 20 dit que les libertés de manifestation sont garanties par la loi. Et cet article 20, on l'a copié pratiquement sur la France. Je vous ai dit qu'on a tapé 10 ans d'exil ici. Parfois, on est là le soir, on décide de faire une marche le lendemain. Il suffit que le matin, on dépose le courrier à la préfecture, la marche est organisée. Parce qu'on est soumis à un régime d'information, juste de l'autorité, mais pas d'autorisation de la part de l'autorité. Donc, aucune autorité n'a le droit, n'a le pouvoir pour annuler une marche. Je répète, dans un état de droit, comme la Côte d'Ivoire, aucune autorité administrative n'a le pouvoir d'annuler une marche, parce que c'est l'article 20 de la Constitution qui nous donne le droit de manifester et de marcher. Seulement s'il dit qu'ils n'ont pas assez de policiers, bon, nous-mêmes, on peut assurer notre police. Voilà. Donc, déjà, à ce niveau-là, je tenais à faire cette précision. Maintenant, l'autorité dit que la marche est annulée. Bon, ça, c'est ce que dit l'autorité. Maintenant, tout va dépendre maintenant de ceux qui organisent. Nous, on a informé, donc l'autorité est informée. Si l'autorité ne prend pas de tout son temps pour venir protéger ou assurer, nous, on vous a informé qu'on va marcher, parce qu'on n'est pas content. En fait, quand vous voulez marcher, c'est parce que vous n'êtes pas content. Mais tu n'es pas content là, tu attends que celui contre qui tu n'es pas content te donne le droit de marcher. Non, il ne va jamais te donner le droit de marcher. Et puis, regardez, chère madame, regardez la coïncidence. On annule la marche, on annonce le 4e mandat. Et puis vous voulez que, alors que le 4e mandat, nous tous on est contre, les marcheurs là même, ils étaient contre le 4e mandat. Donc vous pensez qu'ils vont accepter? Moi je pense que dans les jours qui viennent là, les deux grands leaders de Front commun devront pouvoir se prononcer officiellement. Je crois qu'il y a Tidjane Thiam qui a parlé par la voix du président du groupe parlementaire PDCI, qui a donné la position du PDCI, et puis on va attendre le président Laurent Gbagbo va sortir certainement sa position, et puis on avisera. Oui, la marche aurait pu faire avancer le débat, parce que si vous marchez et que vous avez inondé la rue de monde sur des kilomètres, la communauté internationale se dit, si on ne fait rien, ce pays peut basculer. En ce moment-là, ça attire les regards de la communauté internationale et puis elle vient mettre la pression sur le dirigeant. Mais si la marche n'a pas lieu, on ne sait pas ce que vous pesez. On ne sait pas ce que... Si, oui, PPCI et PDCI parlent là, ils sont combien même? Ils peuvent faire quoi même? Voilà. Donc, je veux dire aussi que si le pouvoir intimide l'opposition de cette façon-là, puis l'opposition recule, mais je va dire, j'ai parlé, ils sont là, ils parlent là, et puis il va s'éterniser là, et il va penser que son 4e mandat là peut marcher. Moi, je suis persuadé que même si ce n'est pas le 2 août, il y a quelque chose qui va faire que l'opposition, la société civile va sortir pour exprimer son mécontentement, parce que ce 4e mandat là, on ne peut pas l'accepter, surtout si les autres sont rayés de la liste électorale. Et j'ai dit. D'accord, merci. Alors, je voudrais savoir si mes frères ont encore une question. Dernier tour, docteur, M. Dungan, vous avez quelque chose à dire? Tout à l'heure, c'était passé à cas. Est-ce que M. Dungan a quelque chose à dire? Oui, ce que je voulais dire très rapidement, c'est que c'est Djuganowski, docteur Bogas,
Merci pour tous ces éclaircissements que vous nous donnez. Mais 4e mandat, là, c'est répétition du 3e mandat. Alors, moi, je dis, mais est-ce que réellement les Ivoiriens ne sont pas des bons à rien? Depuis 1993, Draman Ouattara mélange ce pays jusqu'à aujourd'hui. Les Ivoiriens font quoi? Il y a quoi de différent qu'il y aura cette année 2025 par rapport à 2020? Ou même on a coupé tête de quelqu'un, il y a eu 100 morts. Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas réellement des bons à rien? Merci. J'aime bien la formule, mais je pense pas. Je pense pas. Et je crois que le peuple ivoirien est en train de sortir du traumatisme. Aujourd'hui, il est en train de sortir du traumatisme. Et je suis même agréablement surpris parce que aujourd'hui, le peuple ivoirien qui a soutenu Laurent Gbagbo n'est plus seul. Parce que ne l'oublions pas, il y a eu un groupe qui s'est opposé, un groupe de patriotes. Quand on dit patriotes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on voit les camps de Laurent Gbagbo, avec Blé Goudé et tout ça. Le PDCI n'était pas dedans. Le PDCI était avec Ouattara. Aujourd'hui, le PDCI est le parti le plus harcelé, le parti le plus, la grande victime, le pays le plus harcelé, le plus torturé. Je pense que l'heure est venue que le PDCI se rappelle comment la politique a évolué en Côte d'Ivoire, comment Houphouët-Boigny s'est battu avec le syndicat agricole africain contre le colon. Comment jusqu'à ce qu'on soit indépendant. Il faut que le PDCI se rappelle les premières heures de lutte. Parce que le PDCI qu'on voit là, les gens disent que oui, le PDCI peut être parti des peuples. Ils ont oublié qu'il y a eu les femmes qui ont marché sur Grand Bassam. Souvent les gens oublient. Ils ne savent pas que Houphouët-Boigny était un grand combattant. Houphouët-Boigny là, c'est lui qui a mis fin au travail forcé. J'enseigne ça à mes étudiants. Le travail forcé là, la loi là, elle a été votée en France. C'est Houphouët-Boigny, il était député là-bas. Donc, il a fait des choses. Donc, ces partisans, pendant les 40 ans, comme ils étaient au pouvoir, ils n'ont plus eu la notion de la lutte. Aujourd'hui, Ouattara fait exprès. Parce que Ouattara, il se dit que, moi je viens d'Abidjan, j'ai été traqué. J'ai pu m'échapper. Mais quand Ouattara enlève les jeunes du PDCI, il les refroidit, le parti. Et comme ils n'ont plus la notion de lutter, de se battre et tout, ils vont être un peu, et ils vont peut-être reculer. C'est ce que M. Ouattara cherche. Mais c'est au PDCI RDA de se dire, mais ils sont à 2 doigts d'arriver au pouvoir en partenariat avec le PPACI. Réveillez-vous. Les gens de Gbagbo, ils sont habitués. Parce que c'est des gens qui sont habitués. La résilience, c'est dans leur sang. Depuis qu'en 91-92, Laurent Gbagbo a failli être tué dans une marche, lui-même il est devant. Donc, je veux dire par là qu'il ne faut pas désespérer, mon cher frère. Moi-même, j'étais en exil, mais les conditions dans lesquelles j'étais en exil hier et aujourd'hui ont changé. Quand on partait en exil, Laurent Gbagbo a été attaqué, tout le monde entier était contre nous. On n'avait aucun allié. À peine 10 ans qu'on a fait là-bas, Laurent Gbagbo a été acquitté. Tous les pays de l'AES soutiennent Laurent Gbagbo. Guillaume Soro nous a rejoints. Aujourd'hui, le PDCI nous a rejoints. Ah non, les données ont changé. Donc moi, je pense que il ne faut même pas désespérer parce que nous sommes à un carrefour de notre vie, la vie de notre nation. Je vous dis, et ça va être mon mot de fin, si c'était encore la dictature, si c'était encore les emprisonnements, si c'était encore la traque aux opposants, mais la cherté de la vie, et les gens qui n'arrivent même plus à joindre les 2 bouts. Pendant ce temps, quand tu ouvres ta fenêtre, tu les vois. C'est eux qui ont tous les immeubles. Ce sont eux qui achètent les terrains, qui arrachent les terrains des gens. Ils ont pris tout le pays. Vous pensez qu'on va regarder ça encore pendant 5 ans? Non. Et puis, nous qui avons parlé ce soir dans cette émission-là, mais quel est notre rôle? Moi, je suis venu là, Dieu m'a sauvé, il m'a envoyé. Si vous pensez que c'est pour mes terres, je suis venu pour vous réveiller. Parce que ne pensez pas que comme vous êtes dans la diaspora, vous n'avez rien à faire. C'est quand on voit ce qui se passe ici que ça galvanise à l'intérieur. C'est ce qu'on a fait pendant 10 ans quand Laurent Gbagbo était à la haie. On prenait toujours nos cas, on partait à la haie. On criait jusqu'à ce que le juge italien soit émerveillé. Et puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, le monsieur c'est un dictateur, mais pourquoi les gens sont dehors? C'est ce travail-là qui a payé. On l'a fait pendant 10 ans. C'est que le combat n'est pas encore terminé. Réveillons-nous. Et j'ai dit. J'ai eu l'occasion de faire ça. Merci
Oui. J'ai une question. Oui, allez pour votre question. Lorsque le président Laurent Gbagbo a parlé, la toute dernière fois, je crois que c'est à Port-Louis, où il a dit à Ouattara que son 4e mandat ne passera pas. Et il y a eu le congrès du RHDP, Ouattara a reculé, il a dit qu'il va réfléchir. Mais après, il allait en France, et de la France, il lance un mot d'ordre de son 4e mandat. Moi, je veux savoir, est-ce que Ouattara a vraiment réfléchi avant d'annoncer, de prendre la décision d'un 4e mandat, ou bien c'est Macron qui l'autorise à faire un 4e mandat? Ça, je veux comprendre. Merci. Juste été à la place de Macron, dans le contexte actuel, même si officiellement je vais condamner le 4e mandat, mais officieusement je vais soutenir Ouattara. Pourquoi je dis ça? La France a perdu les pays de l'AES. La Côte d'Ivoire reste le maillon essentiel de la sous-région ouest-africaine qui permet encore à la France de tenir. La Côte d'Ivoire est plus riche que le Sénégal. Tous les pays là réunis, on est les plus forts économiquement. La France, c'est que si elle a perdu la Côte d'Ivoire, elle a perdu pratiquement l'Afrique. Or, toute la jeune génération qui arrive là, qu'elle s'appelle Tidiano, qu'elle s'appelle Gbagbo, même si Gbagbo revenait, mais la France, c'est qu'elle est foutue. Donc la France, allô? Même... Oui? Docteur? Oui? Vous m'entendez? On dirait qu'on a perdu le docteur Bouga. Non, on l'attend, hein. On l'attend très bien. On l'entend très bien, c'est toi qui es perdu. Ah, vous m'entendez au moins? Oui, on vous m'entendez. Allez-y. Ah, voilà. Donc, excusez-moi, mais j'ai eu peur quand la sœur a dit qu'elle ne m'entendait plus. Non. Voilà. Donc, je disais tantôt que la France veut ici ses intérêts. Parce que, regardez très bien, quand M. Ouattara est allé en France, nous tous on s'est dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on était persuadés que Macron, dans la logique, le 3e mandat, il n'a pas dit que c'était normal. Il a dit que c'était un cas de force majeure. Donc, dans la logique, comme il n'y a plus de cas de force majeure, Macron ne peut pas soutenir un 4e mandat. Or, Macron sait qu'il a perdu les pays de l'AES. Il est en danger partout. Ouattara est encore le sauveur de la France dans la sous-région. Donc la France, elle va fermer les yeux sur ce que fait Macron. Je vous rappelle que Blaise Compaoré au Burkina Faso, quand il a été renversé, il s'appelle le président François Hollande se trouvait au Québec, au Canada, et il a dit, oui, je lui avais dit de se retirer, je lui ai même écrit, mais tu n'avais pas dit ça. Si le peuple ne s'était pas soulevé, tu n'allais pas dire ça. Pourquoi? Parce que Blaise Compaoré était l'homme à tout faire de la France. C'est lui qui négociait avec les djihadistes. C'est pas lui qui passait, lui que la France envoyait. C'était leur homme. Mais quand ils l'ont renversé, la France, elle a envoyé, c'est la France qui a envoyé l'hélicoptère pour le prendre et pour l'envoyer à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Voilà comment Blaise. Donc, tant que le peuple ne prend pas son destin en main, la France, elle ne va jamais faire d'injonction à Ouattara. La France va toujours soutenir Ouattara parce que Ouattara aide la France à respirer, surtout qu'elle a perdu les pays de l'AES. Donc, dès l'instant où Ouattara fait ça, c'est à nous maintenant de prendre notre destin. Mais là où je veux terminer dans la question que pose Laurent, en fait, quand on s'amuse là, vous et moi, on a fini de parler là, mais Ouattara a envoyé une claque à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dit, quand vous voulez qu'on s'amuse, quand vous voulez qu'on se batte, on va se battre. Ouattara revient pour dire, je fais un 4e mandat. On attend la réponse de Gbagbo. On est en droit d'attendre la réponse de Gbagbo. Et la réponse de Gbagbo, là, ça ne veut pas dire qu'avec son âge qu'il a là, il n'a qu'à se lever pour aller marcher comme quand il était jeune et qu'il marchait dans les rues du plateau où on a failli le tuer. Qu'il donne un mot d'ordre. Et puis vous allez voir. Qu'il dise, ce 4e mandat-là, c'est que Ouattara va marcher sur notre corps. Je donne à telle date. Si Ouattara n'a pas mis tout le monde sur la liste électorale, ou bien, tu vas voir. Donc, moi, ma crainte, chère sœur, ils vont toujours m'en vouloir en me traitant de terroriste, mais je suis un intellectuel et je réfléchis, j'ai le droit de donner ce que je crée.
c'est que Ouattara, soit il veut pousser les gens à faire leur rébellion aussi, soit il veut pousser les gens dans une guérilla. Et ça, c'est les guérillas et tout ça, c'est ce qui donne dans la guerre civile. Si vous voyez qu'avant de venir ici, la conférence que j'ai faite pour dénoncer le 4e mandat là, M. Ouattara pensait que j'en voulais à sa personne. Non, j'ai peur de ce qui peut arriver. Parce que je connais mon peuple, qui n'en peut plus, qui n'en veut plus de ce 4e mandat. Et donc, je préfère prévenir. Au lieu de voir mes propos comme une prévention, comme des conseils, ils ont pris cela comme si je voulais les empêcher, en fait, dans leur business. Parce que la Côte d'Ivoire est devenue leur business. Tous ceux qui sont au pouvoir, si des ministres ont dansé, c'est parce que c'est leur business qui va continuer. Il appartient aux Ivoiriens de dire stop, ça suffit. Et j'ai dit. Voilà, stop, ça suffit. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez une dernière question, parce qu'on s'en va vers la fin. Je vais permettre à Dr Boga de nous donner son mot final. Est-ce que quelqu'un a une dernière question, un frère, avant que monsieur... Oui, très voilà. rapidement. Très rapidement. Dr Duganovski. Est-ce que M. Draman Ouattara ne vient pas d'avoir ses plans B, parce que les plans B du PDCI et du PPACI, ça a été la volonté, du RHDP. C'est le RHDP qui a lancé le premier des plans B. Et est-ce qu'aujourd'hui, Draman Ouattara n'a pas... Bon, je vous apprends que nous, ici, on l'appelle Draman. Hein? On l'appelle pas Ouattara, c'est Draman. Alors, est-ce que Draman Alassane ne vient pas d'avoir son plan B du PDC, c'est-à-dire M. Billon, et attendait le plan B du PPACI que M. Domelo présente sa candidature? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que M. Draman pense remettre, Tidiane Thiam Laurent Gbagbo sur la liste pour qu'il soit candidable, alors que déjà maintenant, il a les plans B de ces deux grands partis et il ira aux élections avec ces deux partis, avec ces deux personnes? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci. Merci pour la question. D'abord, depuis que Ouattara est allé en France, là, on est rentré dans sa tête, nous avons inventé, en tant qu'analyste, on a fait des scénarios, on a dit non, certainement on lui a dit ça, non, certainement ils ont parlé de ceci, ils ont parlé de ça. Aujourd'hui, quand j'ai vu qu'il a annoncé sa 4e candidature, là, je suis obligé maintenant de faire des analyses dans le sens de ce qu'on appelle les scénarios du pire. Parce que ce que M. Ouattara vient de faire là, on appelle ça le scénario du pire. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité de faire d'autres scénarios. Il peut choisir quelqu'un d'autre, et puis ne pas mettre le nom de Gbagbo, ne pas mettre le nom de Tidiane. Tu vois, vous voyez un peu quoi. Tous les scénarios étaient dans sa main. Mais le scénario du pire, là, c'est que moi-même, là, je me présente, je ne remets pas Laurent Gbagbo, je ne remets pas Tidiane Thiam, je m'impose. Et puis, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. C'est dans ça que nous sommes là. Voilà, donc c'est dans ça que nous sommes. Donc moi, je suis persuadé qu'il ne va pas remettre le président Gbagbo, il ne va pas remettre le président Tidiane Thiam. Il va vouloir y aller jusqu'à ce que il nous défie en fait. Il défie le peuple ivoirien. C'est ce qu'il a fait. Et donc si on n'est pas capable de réagir, il s'en va à volo, il s'en va en roue libre jusqu'au palais. Il va demeurer au palais. Et pire, parce que la déclaration de la FIDOP que nous avons pondue, aujourd'hui que j'ai signée, on a dit vers la 2027, là-bas, il va modifier encore la Constitution pour pouvoir continuer jusqu'à atteindre 100 ans. C'est dans ça qu'on est là. Donc, c'est à nous de voir. Maintenant, les affaires des plans B. Oui, tout à l'heure, dans mon propos, je vous ai dit que le pouvoir suscite. KKB, là, ils ont suscité, on lui a donné les moyens pour battre campagne et tout. Parmi les candidats les candidats indépendants, là, il y en a qui n'ont même pas l'argent. Donc, eux-mêmes, ils vont provoquer, ils vont choisir pour ne pas qu'on dise qu'il est parti seul et qu'il n'avait pas d'adversaire. Il va fabriquer des adversaires pour se donner bonne conscience. Maintenant, moi, je me suis déjà prononcé sur la question des Domelo et autres. Moi, je dis ceci. En temps normal, si on n'est pas en période de conflit, en guerre déclarée contre Ouattara, moi, je pense que les plans B s'imposent pour que
si le président, le leader n'est pas retenu, il y a quelqu'un d'autre. Ça, c'est parce qu'on est en Afrique, hein. Mais sinon, en temps normal, s'il n'y a pas de problème, le leader, là, on ne perd pas notre temps à choisir quelqu'un d'autre. Mais comme le leader lui-même, son nom n'est pas sur la liste, on est en train de se battre pour qu'on mette son nom, donc on ne sait jamais. Malheureusement, avec la déclaration de candidature de M. Ouattara, je crois que la question des plans B devient compliquée pour les opposants. C'est pour cela que finalement, les frères qui se sont déclarés plan B, notamment mon ami et frère Don Melo d'un côté, et puis de l'autre côté, le frère Bion, ils deviennent un peu comme des gens qui vont accompagner Ouattara. Parce qu'ils ne vont jamais battre Ouattara, malheureusement. Et ça devient malheureux. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils n'ont pas obtenu un accord avec les partis politiques. Bion, aujourd'hui, il n'est pas en accord avec le président Gbagbo sur cette question. Mais justement parce que le président Gbagbo estime que Ouattara, il nous nargue, il nous défie en faisant un 4e mandat. Pourquoi voulez-vous que je propose quelqu'un d'autre? Ça veut dire que quelque part, j'ai accordé son 4e mandat. C'est que j'ai accepté qu'il aille à l'élection. Oh, moi-même, je ne veux même pas qu'il aille à l'élection. Donc, il y a un combat à mener. Donc, mon partisan, mon compagnon, il ne doit pas se désolidariser de ce combat-là pour aller être candidat. Voilà ce que ça veut dire, dans le fond. C'est pour ça que si le frère Don Melo m'entendait, je suis en train de lui dire, cher frère, oui, tu as le droit de proposer un plan, une candidature de précaution, mais il y a un combat à mener. C'est que Ouattara dit il va faire un 4e mandat. À partir de là, le débat devient un combat, plutôt qu'un plan B. Voilà. D'accord. Merci, docteur Boga. Malheureusement, nous sommes même au-delà du temps qu'on nous a donné. Donc, je suis désolé, je voudrais demander au docteur de donner son dernier mot. C'est Pasteur Aka qui m'interpellait là, n'est-ce pas? Jacques Roger, Yachio, donne-nous un peu de minutes encore. Yachi. C'est ça. Donne-nous un peu de... Donne-nous jusqu'à 11 heures. Merci. Monsieur Douganowski, mais Timam Baoulé. Non, mais je parle à chose, je parle à Jacques Roger. Ok. C'est ça, Sarah. Oui. Il y a une deuxième question. Il faut me permettre de poser ça à notre invité, s'il vous plaît. Voilà, rapidement alors, posez votre question rapidement. On va demander au docteur Boga d'être très rapide dans les réponses. Parce docteur Boga, il n'a qu'à être patient à prendre nos questions très rapidement. Ma deuxième question, je voudrais savoir pourquoi l'opposition ivoirienne est dans une incapacité jusqu'à présent de faire bloquer Alassane Ouattara, c'est-à-dire de mobiliser ses militants pour faire bloquer Alassane Ouattara. C'est ma question, M. Sassara. Pourquoi l'opposition ivoirienne dans son ensemble est jusqu'à présent incapable de faire mobiliser la population ivoirienne pour faire bloquer Alassane Ouattara? Entre l'opposition ivoirienne et Alassane Ouattara, qui est populaire en Côte d'Ivoire? Merci. Il va y répondre. Allez-y, docteur. Mais oui, comme vous l'avez dit, merci beaucoup. Merci, cher frère, de poser la question. Mais comme la sœur Sarah l'a dit, écoutez, c'est là que nous en sommes. C'est-à-dire que les Ivoiriens, depuis un certain temps, ont voulu respecter quand même la Constitution, ont voulu respecter les règles, faire les choses dans les règles de la même. Quand ils veulent faire une marche, encore une marche qui est légale, le parti au pouvoir ne veut pas autoriser ça. À partir de là, c'est une mobilisation, comme vous le dites là, pour faire bloquer la c'est ce qui risque d'arriver. Donc, vous ne pensez pas que l'opposition n'a pas pu le faire, mais maintenant là, le moment est venu sans doute de le faire. Voilà, parce que si on vous empêche de vous exprimer, vous ne pouvez pas faire grève. Vous faites grève là, on vous prend, on vous met en prison, ou bien on coupe votre salaire. Vous voulez marcher, on vous interdit de marcher. Il reste quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est de faire les actions pour bloquer. Donc c'est ce qui risque d'arriver. Merci. Alors, qui est le plus populaire, docteur? Mais le plus populaire, mais tout le monde le sait. Le RHDP dit qu'il a gagné l'élection dans tout le pays. Mais tout le monde sait comment ça se passe. Si vous avez une liste électorale que vous avez verrouillée, que vous avez pipée, s'il y a des noms que vous connaissez, près de 2 millions de personnes que vous avez dans votre poche, vous pouvez gagner les élections. Mais la popularité, elle se mesure dans le pays où on ne donne pas de sardines à quelqu'un, où on ne donne pas de transport à quelqu'un. Dès l'instant où on dit qu'il y a un meeting, le coin est rempli, le coin est bourré.
ça, c'est là qu'on voit la popularité. Laurent Gbagbo est un habitué à ces grandes foules. Le PDCI aussi a fait ces grandes démonstrations. Les deux ensemble, je suis désolé, M. Ouattara ne peut pas dire qu'il est populaire, c'est impossible. Donc je pense que c'est ce qui, aujourd'hui là, donner l'occasion à l'opposition de démontrer ce qu'elle vaut. Et vous allez voir. Et je pense que c'est ce qui va arriver. D'accord. Merci. Alors, je pense que M. Douganowski, vous avez demandé quelques minutes de plus. Vous voulez dire quelque chose rapidement? Non. D'accord. Alors, je vous remercie tous d'avoir participé. Docteur Boga, votre mot de fin, hein? Merci pour ce débat intéressant. C'est vraiment un plaisir. On a fait un peu le tour de la question. Avec vous, je me suis lâché un peu. Ça fait un peu de formation, un peu de réponse aux questions, un peu d'explication. Souvent, quand on est sur les plateaux de télé, on n'a pas autant de temps. On remercie le patron de la télé, de cette chaîne qui nous a permis de déborder un peu parce que ce sont des questions tellement délicates. Et puis, pour que les gens comprennent, parfois, on est obligé d'aller dans certaines explications. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire ce soir, mais ça ne fait que commencer. Parce que le combat qu'on croyait terminé de cette lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire, il ne fait qu'être relancé. M. Ouattara l'a relancé en déclarant pratiquement une guerre démocratique aux Ivoiriens. Et cette guerre-là, nous allons tous, chacun à son niveau, la mener. Moi, je suis venu ici en exil, je suis toujours en mission. Je suis obligé de répondre à des invitations, faire des conférences pour qu'il y ait la mobilisation. Et on a un travail à faire ici avec les différents leaders politiques et de la société civile. C'est notre pays, on n'en a pas deux. Et nous, cette fois-ci, on ne veut pas que ça dure 10 ans. Il faut que ça soit très bref pour que nous puissions retourner dans notre pays. L'opposition ne demande qu'une chose, un dialogue. Un pouvoir refuse de dialoguer, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Merci et bonsoir chez vous. Voilà, merci Docteur Boga, merci à la partie technique, Jacques, merci. Merci à tous les panélistes et puis merci à vous nos auditeurs qui nous écoutez, qui nous suivez toujours. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end chez vous. Au revoir.